Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un souffre-douleur mort en martyr. Mathieu Dalibert a vécu un enfer. Le 13 septembre 2017, le jeune homme de 20 ans est exécuté puis démembré avant d'être brûlé dans un poêle à bois. Alors que s'est-il passé ? Avec moi, vous entendrez les voix de Nathalie, Camille et Hélène Dalibert, la mère, la sœur et la grand-mère de la victime. Vous entendrez aussi 2 des membres du clan Duché, ainsi que les avocats et les journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Voici l'histoire insensée d'un jeune homme de 20 ans, dont la fragilité va lui être fatale. Nous sommes en Bretagne en septembre 2011. Mathieu Dalibert, 20 ans, tombe amoureux d'une certaine Laurine Duché, une jolie fille aux yeux verts. En apprenant la nouvelle, les proches du jeune homme sont aux anges. Mathieu m'appelle en me disant qu'il était heureux, qu'il avait rencontré quelqu'un. Donc de là, j'étais heureuse pour lui. On était contents. On dit ça y est, il va faire sa vie et puis voilà. Et puis Laurine était très douce, très gentille et tout ça, quoi. Le coup de foudre est tel que Mathieu décide de tout quitter pour vivre auprès de sa belle. Il m'a dit qu'il était très bien avec elle et qu'il voulait rester avec elle, mais qu'il continuerait toujours de me donner des nouvelles et qu'il viendrait nous voir. Mathieu emménage donc chez les Duché, une famille nombreuse qui l'accueille à bras ouverts. En apparence, tout est beau, dans le meilleur des mondes. 1 mois après son arrivée, les Duché organisent d'ailleurs une superbe fête d'anniversaire pour les 21 ans du jeune homme et invitent Hélène, sa grand-mère. C'était une table pour 50 personnes, tellement il y avait à manger et tout ça. Mathieu était très heureux. Il a eu des cadeaux, il ouvrait ses cadeaux, il était souriant. On est reparti le soir et je dis à mon ami, dis donc Mathieu, ça y est, je suis contente. Dis qu'est-ce qu'il est heureux ici. La grand-mère de Mathieu m'appelle en me disant Nathalie, tout va bien, Mathieu est heureux, il est dans une bonne famille, vous n'avez pas à vous tracasser. J'étais loin d'imaginer que ça serait fini comme ça. En réalité, Mathieu l'ignore, mais il vient de tomber dans un piège qui va se refermer sur lui. Un jeu de dupes, une arnaque au sentiment qui va, vous allez le voir, lui coûter la vie. À la tête de ce qu'il faut bien qualifier de clan, une matriarche, Isabelle Duché. Sans foi ni loi, prête à tout pour l'argent, même au pire. En exclusivité pour Enquête criminelle, 2 membres de la famille ont accepté de parler. Cette femme, c'est Satan. C'est pire que le diable. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. C'est très traumatisant. Très clairement, moi, le couple Duché, je les considère comme les Thénardier des temps modernes. Et on se prenait des coups de canne, des coups de manche à balai. Pour Mathieu, ça a été 6 années de calvaire. On est dans l'abject de l'être humain. Le crime, il est abominable. Mathieu n'est pas tout à fait un garçon comme les autres. C'est un jeune heureux de vivre, certes, mais il est fragile et particulièrement vulnérable. C'est un jeune homme qui est né prématurément, qui a une grosse difficulté à la naissance, à l'accouchement, et il a gardé des séquelles assez lourdes, assez graves, avec des difficultés intellectuelles. Il a grandi, entre guillemets, normalement, mais avec des retards. Il a marché à ses 24 mois. Les premiers mots, c'était à ses 3 ans. Il a eu du mal à suivre ses études parce qu'il n'était pas équipé intellectuellement pour suivre les études. Mais ça l'empêchait pas de vivre et d'être avenant, de participer à la vie de tous les jours. On rigolait beaucoup, il racontait beaucoup de bêtises. C'est vrai qu'il animait beaucoup les soirées. Quand on était en soirée, on n'entendait que lui. Il faisait rire tout le monde. Il comprenait pas que les gens étaient malheureux. Pour lui, non, tout le monde était heureux. Mathieu est handicapé depuis sa naissance, ce qui explique que sa famille le protège beaucoup. Même adulte, il reste un jeune homme influençable. À 20 ans, il a un comportement d'enfant de 9 ans.
Il suce encore son pouce, il a toujours un doudou. Donc on peut pas ne pas voir que c'est un adulte handicapé. Une cible idéale pour la famille Duché. Il avait le profil type pour être happé par cette famille, en fait, par ce clan. Donc handicapé, qui touchait des prestations sociales, qu'on pouvait manipuler, qu'on pouvait influencer. La manipulation d'un cerveau comme celui de Mathieu, elle est beaucoup plus aisée. Il est crédule. Il est naïf. Mathieu, c'est un garçon facile et ça en fait une proie facile, malheureusement. Mathieu touche une pension d'invalidité et des allocations d'adultes handicapés. Et c'est pour cela qu'Isabelle Duché, la matriarche, va décider de le piéger afin de mettre la main sur son argent. Pour s'enrichir, Isabelle Duché, la matriarche, a mis au point un incroyable stratagème qui ne connaît pas de limite. Par exemple, elle utilise toute la famille, même ses enfants, ses filles adolescentes, pour obtenir ce qu'elle veut. Il y a Isabelle et Patrick qui sont les parents. Il y a les enfants, 2 filles, Laurine et Marion. Il y a également le Damien, qui est le compagnon de Marion. Et il y a Nicolas, donc un des frères. Vous allez entendre un témoignage unique et terrifiant. Les aveux de celle qui a dû attirer Mathieu dans le clan, Laurine, l'une des filles de la famille Duché, qui va avoir pour mission de séduire Mathieu. La jeune fille que nous avons retrouvée raconte, visage caché, comment elle a servi d'appât. Quand on s'est rencontrés, il avait à peu près une vingtaine d'années. Et moi, je devais avoir presque 14 ans, je crois, un truc comme ça. Bon, moi, au début, j'avais pas d'avis, en fait. Pour moi, c'était une personne comme une autre. D'après Laurine, c'est sa propre mère qui l'aurait forcé à se mettre en couple avec Mathieu. Elle a orienté Mathieu sur moi. Chose que moi, je ne voulais pas. Parce que déjà, j'aime pas les hommes. Et un jour, elle m'a appelé en me disant que si je faisais pas ce qu'il disait, et ben, en fait, on pouvait plus vivre parce que c'est comme ça que l'argent rentrait, enfin, plein de trucs comme ça. Et au bout d'un moment, j'en ai tellement eu marre d'en entendre tous les jours parler que j'ai cédé. Laurine préfère les femmes, mais peu importe. Pour le clan, elle va devoir faire semblant d'être tombée amoureuse de Mathieu Dalibert. Il a fallu que j'aille vers lui pour avoir des gestes, des bisous, des trucs comme ça. C'était très dur pour moi. Le piège se referme sur lui avec Laurine, dont il tombe amoureux, dont on s'arrange pour lui faire croire à un amour réciproque. C'est une arnaque un peu au sentiment. Personne ne lui a jamais dit qu'il était amoureux de lui, quoi. Donc quand une fille s'intéresse à lui, plus rien ne compte. La matriarche a eu ce qu'elle voulait. Mathieu s'installe avec la famille, mais très vite après son arrivée, le jeune homme déchante. Car il se rend compte qu'il va devenir le bouc émissaire des Duchés. Au quotidien, Mathieu subit des violences et des humiliations. Il y a eu quelques mois d'euphorie sentimentale, le temps de l'appâter. Et dès que ça a été fait, il est très rapidement passé du statut de gendre idéal à celui d'esclave et de souffre-douleur. On l'appelle Moumouille. C'est pas très sympa comme surnom parce qu'il a toujours les mains mouillées parce que c'est lui le préposé à la vaisselle. C'est tout le temps lui qui fait la vaisselle. C'est devenu l'esclave qui devait faire à manger, qui devait faire le ménage, s'occuper des animaux, ramasser les crottes du chien. Et si Mathieu le faisait pas, il prenait des coups. Il va être rabaissé plus bas que terre et martyrisé, vraiment martyrisé. C'est un esclave. Même les chiens, ils ont une niche. Lui, il n'a pas d'endroit pour dormir. Il dort là où il peut, Mathieu. Les chiens sont mieux traités que lui. Donc c'est vraiment... il vit l'enfer dans cette maison. Laurine n'est pas la seule à avoir été témoin des violences subies par Mathieu. En 2015,
la jeune femme a un coup de foudre pour Alice et l'invite à venir avec elle dans le clan familial. Très vite, la nouvelle belle-fille des Duché va comprendre dans quel enfer est tombé le jeune homme. Alors, je l'ai vu se faire taper, il y avait des hématomes. On le voyait, par exemple, avec une boursouflure. Il n'était pas gros, donc ça se voyait automatiquement s'il avait un coco ou quelque chose comme ça se voyait. D'ailleurs, Alice se souvient qu'un jour, il avait fallu cacher Mathieu. Des gendarmes s'étaient présentés à la porte pour des vérifications dans le cadre d'une fraude aux prestations sociales. Je me rappelle, c'est quelque chose qui m'avait choqué, il avait un œil au beurre noir et il y avait des gendarmes qui arrivaient en même temps. Et du coup, ils l'ont mis dans un côté et ils ont mis des lunettes de soleil. Impossible pour Mathieu de se rebeller. Le clan utilise les coups et profite de sa fragilité pour une manipulation perverse. Lui faire croire que sa famille ne veut plus de lui. C'est-à-dire qu'à un moment, l'idée de l'isoler, c'est de lui dire « le monde dehors est contre toi ». Même ta propre famille, d'ailleurs, ne veut plus de toi. Il me dit, tu vois, ta mère, elle s'en fout de toi. Ta grand-mère, elle veut te faire interner chez les fous. Donc en fait, c'est une torture psychologique. Au fil du temps, Mathieu devient prisonnier de cette maison de l'horreur. La matriarche a pris soin de l'isoler. Et ça marche. Le comportement du jeune homme a progressivement changé vis-à-vis de ses proches. Mathieu me répondait toujours au téléphone, tout le temps, mamie, oui, si, c'est ça. Et il discutait très bien, très très bien. Au fil des mois, je voyais que Mathieu, il s'éloignait un peu de moi. Puis je m'inquiétais parce que je me dis, mais pourquoi qu'il veut plus me parler ? Moi, j'ai essayé d'appeler. Sur le début, je tombais du coup sur Madame Duché, qui après me passait Mathieu, mais lui disait quand même quoi dire derrière. Et au bout d'un moment, dès que j'appelais, c'était le numéro que vous demandez n'était plus attribué. Les proches de Mathieu, sa mère et sa grand-mère essayent de l'appeler, de maintenir un lien, mais au bout d'un moment, il n'y a plus de lien. Hélène refuse de baisser les bras. En avril 2013, elle se rend chez les Duché, bien décidée à passer un moment avec son petit-fils. Donc j'arrive, il est dans la cour avec ses petits chiens. Et je dis à Mathieu, je viens te chercher, on va au restaurant et je vais t'acheter des affaires. Oh non, 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 je ne peux pas, il faut que je garde les chiens. Et puis tout d'un coup, il y a une autre dame qui arrive, elle me dit comme ça, qu'est-ce que vous faites là ? J'ai dit, je vais voir mon petit-fils, j'ai bien le droit. Mathieu, tu veux voir ta grand-mère ? Je sais pas, il était tout retourné, tout ça. Donc il refuse de venir avec nous. Là, on avait senti qu'il y avait quelque chose qui tournait mal. Hélène l'ignore encore, mais c'est la dernière fois qu'elle verra son petit-fils, car les Duché vont subitement disparaître de la circulation. Mathieu et la famille Duché déménageaient à longueur de temps. On ne savait plus donc où les trouver, en fait. Pour Nathalie, la mère de Mathieu, c'en est trop. En juin 2014, elle décide de signaler la disparition de son fils à la gendarmerie. Moi, la gendarmerie m'a écouté. Là-dessus, pas de problème, sauf qu'ils m'ont simplement dit, nous, on ne peut rien faire, étant donné que Mathieu est majeur et que nous n'avons rien sur cette famille-là. Mais les gendarmes disent, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Il est parti s'installer avec une jeune femme, il a peut-être plus envie de vous voir, en tout cas, il est libre de faire ce qu'il veut. Désemparés, les proches de Mathieu Dalibert perdent sa trace, mais cette affaire va connaître un rebondissement inattendu. 4 ans plus tard, le nom de Mathieu va soudainement apparaître dans une autre enquête. Des gendarmes de Mayenne sont chargés d'enquêter sur des soupçons d'escroquerie aux allocations. Plusieurs organismes sociaux, dont la CAF, ont dans le viseur la famille Duché, dont le train de vie et le comportement intriguent. Ils s'aperçoivent que la famille Duché a déménagé, parti sans laisser l'adresse. On saura par la suite que c'est pour éviter les huissiers et les enquêtes de gendarmerie. La matriarche a toujours un temps d'avance. En 8 ans, la famille change d'adresse 9 fois. C'est le propriétaire d'une maison en Charente qui va permettre l'arrestation. Il dénonce ses locataires
qui ne paient plus leur loyer depuis des mois. Le bail est au nom des Duché. Le clan est démasqué et les enquêteurs ne vont pas tarder à découvrir l'impensable. Les gendarmes de Mayenne n'oublieront jamais ce 11 avril 2018, le jour où ils décident d'aller perquisitionner le nouveau domicile des Duché. Et ils ne tardent pas à découvrir l'ampleur des escroqueries aux allocations de cette famille sans scrupules. Le 11 avril 2018, nous avons 6 équipes qui sont positionnées pour procéder à l'interpellation de 6 personnes. C'est l'aboutissement, on va dire, d'au moins 4 années d'enquête qui ont été assez longues et assez techniques. C'est une affaire qui est hors du commun par rapport au procédé, puisqu'on a une multitude d'escroqueries qui ont été commises et qui représentent un préjudice global de 252 000 € environ. On arrive à obtenir des éléments concrets par rapport à l'enquête, notamment de la part de Damien Aristide, qui est très volubile sur les différentes escroqueries qu'il a commis. Il en est même fier. Et on s'aperçoit en réalité que tout ça est une machine bien huilée. C'est des escrocs professionnels en fait. Ils l'assument. C'est toute leur vie, ils ont fait des carambouilles pour toucher de l'argent. Et franchement, ils se sont assez enrichis. Aucun des membres de la famille n'a de profession. Aucun des membres de la famille n'a de travail qui ramènerait un salaire. Les moyens de subsistance de cette famille sont uniquement les allocations. L'idée dans cette famille de gagner sa vie à la sueur de son front, ça les effleure même pas. Jamais on va dire à un enfant qu'est-ce que tu veux faire comme profession plus tard, qu'est-ce que tu veux faire comme métier, comment tu vas gagner ta vie. Jamais. Et clairement, moi, le couple Duché, je les considère comme les Thénardier des temps modernes. Hein. C'est quelque chose d'assez abject. Des prêts bancaires qui ne sont pas remboursés, des sociétés fictives ou encore des magouilles pour accumuler les dettes et échapper aux huissiers. En garde à vue, les langues vont se délier. Certains membres de la famille, manipulés par la matriarche, vont se mettre à table, comme on dit. Alors en garde à vue, les filles Duché expliquent qu'elles doivent clairement coucher avec des personnes vulnérables. On voit qu'ils se servaient de leurs propres enfants en fait comme appât pour attirer d'autres personnes qui étaient peut-être un petit peu déficientes mentalement. Souvent c'est des hommes handicapés, souvent puceaux, qui ont une première expérience sexuelle avec les filles Duché, qui peuvent tomber amoureux et qui ensuite, on leur fait faire n'importe quoi, on leur fait souscrire des crédits. On leur fait prendre des bails, comme ça, si on ne paye pas le loyer, c'est les adultes handicapés qui sont poursuivis. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. À ce moment-là, ça nous glace le sang, parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de très pervers, en fait, de très glauque. Très vite, le nom de Mathieu Dalibert apparaît dans les documents saisis par les gendarmes. Et des preuves d'une arnaque aux prestations sociales apparaissent à travers le compte bancaire du jeune homme. On s'aperçoit que le compte, il a plus de vie depuis octobre 2017. La dernière trace d'activité est un virement du compte de Mathieu Dalibert vers le compte de Marion Duché. On se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. On vérifie les prestations sociales. Ce qui nous hérisse le poil sur le moment, c'est que les prestations sociales de Mathieu Dalibert sont versées sur le compte de Nicolas Duché. Là encore, on se dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant toutes ces années, tout l'argent de Mathieu, sa pension, ses allocations ont été détournés par la famille Duché. En fait, on retrouve la trace d'une relation entre Mathieu Dalibert, d'abord avec Laurine, dont il est tombé follement amoureux, c'est pour ça qu'il est parti s'installer chez elle. Ensuite, il se serait mis en couple avec Marion, qui est l'autre fille d'Isabelle et Patrick. Et in fine, il va être déclaré en couple avec Nicolas. Alors qu'il n'a jamais manifesté un comportement homosexuel. Donc tout ça est quand même pour le moins curieux. Ces couples, ils sont créés pour qui ? Pour l'administration et pour la CAF notamment. Et c'est la caisse d'allocation familiale qui va verser ensuite les allocations couple ou les RSA couple en fonction de qui est avec Mathieu. En fait, il va venir boucher les trous. À ce stade,
Les gendarmes l'ignorent encore, mais en réalité, ce qui ne devait être qu'une simple affaire d'escroquerie va bientôt devenir l'affaire criminelle la plus sordide qu'il n'ait jamais traitée. Car toute la famille est en garde à vue, mais il en manque un, Mathieu Dalibert. Où est-il ? Mathieu Dalibert, il est censé vivre avec cette famille, il est censé être le compagnon de Laurine, mais il n'est pas là. Cette absence de Mathieu Dalibert nous obsède à ce moment-là au niveau de l'enquête, parce que quand on voit ce qu'ils sont capables de faire sur leurs propres enfants, qu'est-ce qu'il peut devenir en fait des pièces rapportées de la famille ? À la gendarmerie de Mayenne, les enquêteurs ont face à eux l'ensemble de la famille Duché. Tous vont être interrogés séparément pour tenter de savoir ce qui est arrivé à Mathieu Dalibert. On demande à chacun, Mathieu, vous l'avez vu, vous l'avez pas vu, il est où, il est en bonne santé. Et là, tous ont la même version. Une version qui semble apprise par cœur. En gros, ils disent tous que Mathieu est parti, que Damien Aristide l'a déposé avec sa voiture à la gare et qu'il est parti rejoindre sa famille. Et maintenant, d'après eux, Mathieu Dalibert vit une vie paisible, mais dans d'autres contrées. Ce départ remonterait à septembre 2017, 6 mois avant l'arrestation de la famille Duché. Mais en garde à vue, l'attitude de Damien Aristide, le gendre, va intriguer les gendarmes. C'est un classique des romans polars. Les gendarmes interrogent Damien sur où est passé Mathieu. Et à un moment, ils s'aperçoivent, les gendarmes, que Damien parle de Mathieu au passé. On va lui poser la question, il dit, mais monsieur, si vous en parlez au passé, c'est parce qu'il est mort. Et là, il perd un peu pied. À ce moment-là, Damien Aristide, en fait, change complètement de comportement. Pendant sa garde à vue, il demande de suite « Qu'est-ce qu'ont dit les autres ?» L'enquêteur réagit très bien en disant « C'est à vous, en fait, d'expliquer ce qui aurait pu se passer. C'est à vous de nous dire ce que vous avez fait de Mathieu Dalibert. » Et là, à ce moment-là, il baisse la tête, il ne répond plus. Et Damien Aristide, qui est quand même pas non plus le couteau le plus affûté du tiroir, c'est quand même pas quelqu'un qui a une potentielle résistance. Ça fale. Il finit par dire, en fait, j'étais censé le ramener à la gare, mais je l'ai jamais ramené à la gare. Je me suis arrêté à un bois en prétextant vouloir uriner. Il est descendu, il a fait descendre Mathieu, et là il l'a roué de coups, il l'a étranglé, il l'a tué. Et il va dire, j'ai fait brûler son corps. J'ai pilé avec 2 pierres les os et je les ai répandues dans 2 champs avoisinants. Le sang-froid et le détachement avec lesquels Damien Aristide passe aux aveux laissent les gendarmes sans voix. D'autant qu'ils ne s'attendaient pas à une telle issue. Il raconte son crime comme je pourrais vous raconter mes dernières courses au centre commercial à côté de chez moi. Une fois qu'il a commis cet assassinat, il rentre chez lui comme si de rien n'était, il se lave les mains et il va se reposer. Donc là, l'affaire prend une autre dimension. On était dans un dossier d'escroquerie. Et là, d'un seul coup, on a un individu qui vient vous annoncer un assassinat. Les aveux tombent, c'est l'épée de Damoclès qui tombe. Honnêtement, l'issue qu'aucun enquêteur ne veut connaître en fait. Quand on fait ce métier-là, c'est pour sauver les gens, c'est pas pour les voir mourir en fait. La famille de Mathieu, qui gardait l'espoir de le retrouver vivant, est forcément anéantie. C'était dur, Ben oui. Oui, je me disais, c'est pas possible, ils n'ont pas pu tuer Mathieu, c'est pas possible. Non. Quand on perd un enfant, la vie s'arrête, quoi. Il n'y a pas de mots, pour la perte d'un enfant. Tout se fracasse, c'est épouvantable, c'est Tchernobyl. Pour moi, le plus dur, c'est de ne pas avoir pu sauver mon fils. Et ça, je m'en voudrais toute ma vie, ça c'est clair. Mon monde, il s'écroule parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Pourquoi il est mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vu qu'on n'en savait pas plus sur le coup, dans ma tête, je me posais plein de questions. Le crime est avoué, mais les enquêteurs doutent de la version donnée par le gendre de la famille Duché.
Damien. Alors ils vont avoir une idée pour le faire craquer. Le 29 mai 2018, 1 mois et demi après ses aveux, Damien Aristide est emmené sur les lieux présumés de la crémation du corps de Mathieu. Et c'est alors qu'il va faire des révélations fracassantes. En chemin, dans la voiture, Damien Aristide, il dit à un gendarme « Non, mais en fait, j'ai pas fait ça ici, ça s'est pas passé comme ça. » Lors de sa garde à vue, le gendre de la famille Duché a dit qu'il avait agi seul, qu'il avait tué Mathieu et brûlé son corps dans la forêt. Il va revenir sur sa version et en donner une différente. Il va dire qu'il a fait ce meurtre avec Nicolas Duché, sur ordre de Isabelle Duché. Le meurtre de Mathieu serait donc le fruit d'une machination familiale, mais reste un mystère. Pourquoi ? Pourquoi avoir supprimé la poule aux œufs d'or ? Car Mathieu, en plus d'être maltraité, rapportait beaucoup d'argent à la famille. D'après Damien, si la matriarche a pris cette décision, c'est parce qu'elle se sentait menacée. Mathieu commence à constituer une menace. Parce que Mathieu, il n'en peut plus. Et il commence vraiment à dire qu'il veut rentrer chez lui. Il veut rentrer chez sa maman. Il le dit, il le redit. Il était en position de pouvoir raconter les escroqueries, les manipulations. Il était aussi capable de raconter les violences intrafamiliales, de raconter pourquoi il y avait tant de déménagements. Donc on ne pouvait pas le laisser partir parce que d'une part, il perdait des avantages financiers et d'autre part, il risquait de parler de ce qui se passait et du coup de déclencher une enquête de gendarmerie qui aurait provoqué leur arrestation. C'est pourquoi la décision d'éliminer Mathieu est prise. Dès Noël 2016, 1 an avant la mort du jeune homme, Isabelle Duché mûrit son projet d'assassinat. Et comble de l'horreur, elle ne s'en cache pas. Mathieu va entendre dire qu'il va mourir de toutes les façons. De toute façon, celui-là, je vais le pendre à une corde. On va le pousser d'une falaise. Elle a poussé le vice jusqu'à lui demander « Comment tu veux mourir, Mathieu ?» Et toi, Mathieu, comment on va te tuer? Bon, qui a une idée pour tuer Mathieu? Mathieu, au début, il rigolait. Jusqu'au jour où Isabelle m'a regardé et m'a dit « T'as qu'à acheter de la chaux, le shooter avec mes médicaments et le mettre dans le terrain de ta maison. » Faisait que ça d'en parler. Il n'y avait pas un jour où elle parlait pas à Mathieu de la façon où il voulait mourir. On évoque sa mort devant lui. C'est terrifiant. Et puis ce soir-là, Isabelle a décidé que ce sera fini. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Mathieu Dalibert. Dans la seconde partie, vous allez découvrir comment les enquêteurs vont finir par faire éclater la vérité. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Dalibert, vous allez découvrir comment les enquêteurs vont finir par faire éclater la vérité. Avec moi, vous entendrez les voix de Nathalie, Camille et Hélène Dalibert, la mère, la sœur et la grand-mère de la victime. Vous entendrez aussi 2 des membres du clan Duché, ainsi que les avocats et les journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Tous les membres du clan le disent. Isabelle décide de tout. Ils décrivent l'emprise de la matriarche qui règne sur le clan, en terrorisant toute sa famille. C'est elle qui fait la pluie et le beau temps. Pour un oui, pour un non, tout peut partir très rapidement à la violence et c'est ce qu'elle génère en permanence. Tout en haut, il y a la mère. Voilà, la matriarche, c'est Isabelle Duché. Ensuite, il y a Patrick Duché, son mari, qui a un suiveur. Même Patrick, qui, lui, des moments ne voulait rien faire, elle le frappait. Parce que ça allait pas dans son sens à elle. Et ensuite, il y a les enfants. Nicolas Duché, Marion, Laurine. Eux, voilà, à la fois ils la détestent, mais à la fois ils sont sous emprise, donc ils font tout ce qu'elle leur dit de faire. C'est vraiment le système matriarcal. Elle se retrouve sur un fauteuil roulant, mais elle a une poigne de fer et elle a tout son petit monde à sa main, à sa portée.
Rien ne se décide ou rien ne se fait sans qu'elle donne son avis, ou plutôt qu'elle l'impose. Non seulement la sexagénaire fait régner la terreur dans le foyer, mais elle n'hésite pas à monter les membres du clan les uns contre les autres. Quand Isabelle Duché a décidé qu'un tel devait taper sur Mathieu, si un tel ne tapait pas sur Mathieu, eh bien on tapait sur celui qui ne voulait pas lui taper dessus. Laurine se souvient de son impuissance face à l'emprise de sa mère, qu'elle appelle désormais Isabelle. Isabelle, c'est Satan. Cette femme, c'est Satan. Il n'y a même pas de description à faire. C'est pire que le diable. Même si on voulait faire quelque chose contre, si ça se savait dans la famille, automatiquement on se prenait des coups. On se prenait des coups de canne, des coups de manche à balai, des cuillères en bois, des coups de poing, des gifles, on se faisait tirer par les cheveux. C'est que des trucs comme ça. Il fallait toujours que ça aille en fonction d'Isabelle. Si Isabelle disait, fallait absolument le faire. Je pense que tout le monde avait peur d'Isabelle d'une certaine façon. Le montrait plus ou moins, mais ils en avaient peur. Même, elle se grattait à peine les cheveux avec le petit doigt, qu'il n'y avait déjà plus personne dans la pièce. Madame Duché, elle manie la canne. Hein. C'est-à-dire que Madame Duché, vous n'êtes pas d'accord, vous prenez un coup de canne à travers le visage. Soit vous êtes avec elle, soit vous êtes contre elle. Et comme ils veulent tous être avec elle, si par exemple Madame Duché va avoir une altercation avec Damien Aristide, vous allez avoir Nicolas Duché qui va passer à côté et qui va lui donner une gifle. Vous allez avoir les filles qui vont l'insulter, lui donner des claques aussi. Tout le monde se faisait taper, tout le monde tapait. Tout le monde était manipulé, tout le monde était manipulé à la fin. Depuis son fauteuil roulant, la matriarche mène tout le monde à la baguette. Sa chambre est son centre de commandement, surnommé le confessionnal par le reste du clan. À chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la famille, elle sélectionnait certains membres pour aller dans la chambre, ou dans le confessionnal comme tout le monde l'appelle, discuter de ce qui s'était passé, régler l'histoire, et là c'était qui tout double. C'est soit tout le monde sortait avec le sourire, soit tout le monde sortait, et c'était sûr que Nico allait pleuvoir. Elle gère ça à sa façon, en félicitant les uns, en reprochant certaines choses aux autres. Et surtout, c'est un bureau de renseignement. C'est-à-dire qu'elle interroge tous les membres de sa petite famille pour savoir qui fait quoi, qui dit quoi sur qui. Et du coup, elle est au courant de tout. Retour à la gendarmerie d'Angoulême, le 12 février 2019. Après les aveux de Damien, le gendre, les enquêteurs réentendent tous les membres du clan. La matriarche nie en bloc, mais difficile à ce stade d'imaginer que Damien Aristide ait décidé de tuer Mathieu Dalibert sans qu'elle n'en soit avertie. Surtout qu'au sein du clan, le gendre a un rôle bien précis. Damien Aristide, qui est une sorte de gros bras, d'homme à tout faire, qui fait les sales besognes et qui est chargé aussi de garder Mathieu Dalibert. Nous gardons immédiatement en tête qu'Aristide a probablement agi ou sur ordre de la matriarche ou avec la complicité de l'un ou des membres de la famille. Tout bascule un soir de septembre 2017. C'est un événement a priori anodin qui va déclencher les foudres de la matriarche et provoquer le passage à l'acte. Le soir de la mort de Mathieu, Mathieu est dans la maison avec les membres du clan familial. Visiblement, il donne un coup de pied au chien de la famille qui appartient à Nicolas Duché, ce qui met dans une rage folle Isabelle. Elle va immédiatement appeler Alice et Laurine. Isabelle me téléphone. Je rentre et je vois Mathieu dans la cuisine et je lui mets un coup de poing au niveau du nez. Pour moi, je lui ai cassé parce qu'il était un peu ouvert et il saignait du nez. À partir de là, je vais dans la chambre à Isabelle. Elle me dit, il faut appeler Nicolas. Nicolas Duché arrive en furie, tabasse littéralement Mathieu Dalibert, le tabasse, ce qui fait que Mathieu a des traces sur le visage. Voilà, il saigne, etc. Mathieu, effectivement, avait l'habitude de recevoir des coups, mais là, ce soir-là, ils se sont déchaînés et un déferlement de violence et les coups étaient plus violents que d'habitude. On a vraiment ce sentiment de la meute,
qui, sur la bête blessée, va s'acharner. Et il était ouvert au niveau de la pommette, au niveau du front. Il avait des hématomes et des cocos un peu partout. Et il disait rien, Mathieu. Il était là, comme si c'était rien passé. Isabelle, elle le regarde, elle fait, on peut pas le laisser comme ça. Quand elle a vu que Mathieu était tuméfié de bleu, qu'il avait le nez déformé, qu'il avait, je crois que c'est l'arcade ou en dessous, au niveau de la pommelle qui était pétée, Isabelle a dit, il faut le faire. La famille, Isabelle en tête, avait peur que des gendarmes qui seraient venus à l'improviste tombent sur lui et constatent dans quel état il était. Et surtout, voilà, il lançait trop, faut le faire disparaître. C'était plus possible de le garder, entre guillemets. La décision d'éliminer Mathieu est prise. Mais reste à savoir qui va s'en charger. Et là, vous en avez un, le fidèle et le loyal, c'est Damien Aristide, qui se présente et qui va dire « mais moi je vais le faire ». Quand les réunions ont pris fin, on passe à table. Et là, on demande à Mathieu qu'est-ce qu'il veut manger pour son dernier dîner. Qu'est-ce que tu veux manger, Mathieu, pour ton dernier repas? Et ensuite, on envoie Mathieu faire la vaisselle. Et pendant que Mathieu fait la vaisselle, on organise la mort de Mathieu. Et quand il revient dans le salon, Nicolas lui dit « Viens avec moi, ramasse les crottes de chien dans le hangar ». La suite, c'est Damien Aristide qui la raconte aux gendarmes. Aristide, Damien va, dans sa version finale, nous indiquer qu'effectivement, Isabelle va demander à Mathieu Dalibert d'aider Nicolas à ramasser les excréments de chien. Mathieu va s'y rendre. Damien surgit avec de l'éther qui place sur la bouche et le nez de Mathieu. Mathieu sent cette odeur, il étouffe. Damien Aristide va, à ce moment-là, l'étrangler avec son bras. Il précise que Nicolas lui tient les jambes, l'aide à faire mourir Mathieu Dalibert, que ce dernier se débat, qu'il demande pitié. Il comprend ce qui lui arrive. Il comprend tellement ce qui lui arrive que ce gamin, il demande pardon. Pardon, je recommencerai pas. Ça va durer, jusqu'à la mort de Mathieu Dalibert. Voici donc les circonstances abjectes dans lesquelles Mathieu a été assassiné. Mais l'horreur ne s'arrête pas là, car il faut maintenant cacher le corps de Mathieu. Damien Aristide et Nicolas Duché vont alors mettre en place un plan machiavélique pour camoufler leur crime. Le soir même, ils décident de se débarrasser du corps. Donc, il y a cette maison à Salle-la-Valette qui est inoccupée. Il y a un poêle. Et du coup, ils décident de faire disparaître le corps de Mathieu dans cette maison. Et donc, ils vont emmener le corps avec la voiture d'Alice. Ils vont s'assurer que personne ne les regarde. Ils vont rentrer dans la maison, transporter le corps devant la serre. Ils vont étaler une bâche et ils vont commencer la découpe. C'est a priori Damien qui va faire le plus gros du travail, si je puis m'exprimer ainsi, car Nicolas ne supportait pas ni la vue du sang, ni le bruit de la scie. Damien Aristide, il donne aux enquêteurs absolument tous les détails. Il explique qu'il a découpé ce corps pour que ça puisse rentrer dans le poêle, pour que ça puisse être brûlé. Il l'explique comme s'il découpait le poulet du dimanche, quoi. Clairement, c'est clinique, il n'y a pas d'émotion. Et après la découpe, vient le temps de la crémation. Ils mettent le corps de Mathieu en 11 morceaux dans ce poêle. Et puis ils vont revenir à la maison avec un petit sourire satisfait. Ils vont venir rendre compte à la matriarche. Ça y est, le problème Mathieu est résolu. C'est à cet instant que Laurine et Alice auraient réalisé ce qui venait de se passer. J'étais très stressée, moi. Et je les vois arriver normal. Comme s'ils avaient été chercher du pain. Et là, je vois Nicolas qui me regarde, il dit il s'est pissé dessus en nous suppliant d'arrêter. Et je me dis, mais ils ont dû arrêter. Maintenant,
En fait, ça les a pas dérangés. Et franchement, c'est très marquant. Que de dire des choses comme ça, mais en rigolant, je me dis au final, t'es même pas impacté par ce que tu viens de faire. Ôter la vie d'une personne, les gens peuvent en parler, mais de là passer à l'acte, c'est un peu gros. Donc ouais, c'est compliqué. Isabelle Duché aurait alors donné des consignes bien précises aux membres de son clan pour que le crime ne soit jamais révélé. Souvenez-vous, lors de leurs premières auditions, ils avaient tous donné la même version. En gros, ils disent tous que Mathieu est parti, que Damien Aristide l'a déposé avec sa voiture à la gare et qu'il est parti rejoindre sa famille. Alors les ordres d'Isabelle, ça a été la version déjà de la gare. De plus parler au téléphone, qu'il fallait faire attention à nos arrières, qu'il fallait pas qu'on fasse le moindre faux pas pour justement se rendre suspect. Et afin que tous les membres du clan soient liés dans le crime, la matriarche va mettre Alice à contribution. Elle me dit, il faut que tu ailles sur place. Et donc, je n'ai pas envie d'y aller. Elle me dit, il faut que tu y ailles, il faut aller voir comment c'est. T'imagines s'il y a du sang partout. Je dis, non, mais j'ai pas envie d'y aller. Elle me dit, si, il faut que tu y ailles, j'ai confiance qu'en toi. Alice est intervenue le lendemain lorsque Damien Aristide avait commencé à tout brûler et qu'il restait la nécessité de tout nettoyer. Puis Alice va rester aider à nettoyer le poêle dans lequel avait été brûlé Mathieu. Elle va participer au transport des cendres dans un lieu boisé. J'accompagne Damien dans le sens où je conduis, mais Damien, je touchais à rien. Il fallait pas que je touche à quoi que ce soit. C'est lui qui gérait, c'est lui qui descend de la voiture. Et c'est lui qui fait tout. Il a tout jeté dans les poubelles. Après, il a été dans un champ pour les cendres et puis on est rentré. Alice est accusée de recel de cadavres. Pour la famille de Mathieu, qui découvre dans quelles circonstances il a perdu la vie, c'est une nouvelle épreuve. Quand on apprend que son frère s'est fait démembrer, c'est l'impensable. C'est vraiment l'impensable. J'ai encore du mal à me dire que c'est mon fils qu'ils ont... Enfin, moi, je comprends pas. Je sais pas comment qu'on peut faire ça à quelqu'un, quoi. Moi, c'est quelque chose qui me... Il fallait quand même être, je sais pas, barbare pour faire ces choses-là. Voilà. Et j'ai dans ma tête que Mathieu, il m'appelait. Dans ce scénario du crime, la matriarche Isabelle et son fils Nicolas sont mis en cause. Ils sont placés en garde à vue pour complicité d'assassinat et assassinat. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, dénoncés par une partie du clan, ils vont pourtant nier. Isabelle Duché, elle va contester, être l'instigatrice de la mort de Mathieu Dalibert, et elle a toujours expliqué que c'était un jeune homme auquel elle était attachée et qu'elle n'avait absolument aucune idée de ce qui avait pu se passer. Isabelle en garde à vue reste la Isabelle qu'on connaît. Elle va nier tout en bloc. Elle va renverser la situation et dire que c'est une cabale de ses enfants, que c'est ses enfants qui lui en veulent depuis très longtemps. Elle n'est pas construite comme vous et moi, Isabelle. Elle est dans le mensonge et dans la manipulation permanente. Donc ça ne l'ébranle pas une seule seconde. Les gendarmes ont tout essayé avec elle et sont arrivés à rien. Elle ne finira que par lâcher Nicolas en indiquant qu'effectivement, la seule chose qu'elle sait, c'est que Nicolas aurait effectivement tué Mathieu. Des accusations que Nicolas Duché, interrogé au même moment dans le bureau d'à côté, va contester fermement. Nicolas Duché, en garde à vue, quand il est entendu sur l'homicide, il dit qu'il y est pour rien, qu'il est au courant de rien. Et voilà, il nie avec un gros aplomb sa participation. À ce stade, difficile pour les enquêteurs de démêler le vrai du faux dans cette famille où règne le mensonge. Ces auditions de garde à vue des membres de la famille sont compliquées parce que vous êtes sur le mensonge. Quand l'un dit blanc, l'autre dit gris ou noir. Il donne 150 000 versions, sachant que dans les 150 000 versions, il n'y en a pas une de bonne. Donc ils savent tout dire sauf la vérité.
C'est la pire configuration pour les enquêteurs. Mais alors, la version donnée par Damien Aristide et les filles Duché est-elle la bonne? Pour le savoir, les enquêteurs vont multiplier les investigations, à commencer par des perquisitions dans toutes les maisons occupées par la famille Duché. Les enquêteurs vont se rendre sur les lieux, ils vont fouiller cette maison, ils vont fouiller le poêle dans lequel la crémation a eu lieu, ils vont fouiller les véhicules qui ont servi au transport du corps et ils ne vont absolument rien retrouver. On ne retrouve rigoureusement aucune trace, pas une goutte de sang, pas un poil, même pas une goutte de transpiration, rien. Pourtant, les gendarmes ont vraiment mis les moyens. Les puits autour ont été sondés, les champs avec des chiens, des caméras, il y a eu des ratissages, des drones. Enfin, voilà, vraiment, il y a eu des gros moyens sur cette affaire. Aucune trace n'a été retrouvée. Et que c'est presque, si Damien Aristide n'avoue pas, c'est presque le crime parfait. Heureusement, pour y voir plus clair sur les rôles de chacun, les gendarmes ont encore une carte à jouer, la téléphonie. Et cette fois, bingo! Les analyses sont sans appel. La téléphonie, elle va correspondre, elle va être le papier-calque des déclarations de Damien Aristide. Il y a une cohérence totale, quoi. Sur les allers-retours, qui est allé où, à quelle heure, ça colle complètement, quoi. Après plusieurs années d'enquête, toujours pas d'aveu d'Isabelle et Nicolas. Les membres du clan se dénoncent les uns les autres. Le procès est donc attendu comme un moment de vérité. La matriarche va-t-elle enfin avouer? « 20 mars 2023. Le procès pour l'assassinat de Mathieu Dalibert s'ouvre devant la cour d'assises d'Angoulême. La salle est comble. Le public est venu voir Isabelle. La matriarche arrive, la tête haute. On voit cette femme d'un certain âge, impotente. On est surprise de la voir là. Elle n'a pas d'émotion particulière. Alors c'est un peu curieux parce qu'elle peut pas aller dans le box, vu qu'il n'y a pas la place de mettre un fauteuil roulant. Elle comparait en dehors de la cage en verre. Et les jurés ne la voient pas trop, elle est un peu planquée, c'est un peu bizarre alors que c'est le personnage central de ce dossier. La tension est forte et elle redouble dès l'ouverture de l'audience. L'avocate d'Isabelle Duché donne le ton. Sa cliente se dit innocente. On plaide l'acquittement sur cette audience parce qu'on considère qu'il n'y a absolument aucun élément, si ce n'est les déclarations des uns et des autres, qui sont également impliqués dans cette atrocité et qui se rejettent la faute assez automatiquement en réalité. L'enjeu du procès, c'est quoi? C'est d'arriver à démontrer qu'une femme de sa chambre a été l'auteur d'un assassinat, qu'elle a tout décidé, tout imaginé, et qu'ils n'ont pu intervenir que parce qu'elle l'avait décidé. Pendant ces 15 jours d'audience, la notion d'emprise va donc être au cœur des débats. Et je pense que la cour et les jurés ont compris le fonctionnement de la famille, que c'était elle qui instaurait cette violence, cette anxiété dans la famille, cette angoisse. À côté de ça, vous avez dans le box accusé Nicolas Duché, qui est un jeune homme apprêté, plutôt sympathique. Et vous avez Damien Aristide qui, lui, est figé. On se demande même si l'administration pénitentiaire ne risque pas de l'oublier le soir. Il n'aurait pas bougé, le matin, vous l'aurez retrouvé à la même place. Damien Aristide, il a aucune émotion, mais c'est celui qui passe mieux, entre guillemets, auprès des jurés ou de la cour. Lui a reconnu. Nicolas Duché, on sent qu'il est calculateur. Il insiste beaucoup sur sa qualité de victime du clan Duché. Et Isabelle Duché, c'est celle qui passe le moins bien, qui est arrogante. Elle reste bloquée sur ses positions, c'est-à-dire qu'elle est au courant de rien. Et lorsqu'on lui présente des évidences, elle répond non, c'est pas vrai. Ça s'est pas passé comme ça, c'est pas ça l'histoire. Et puis, un coup de tonnerre va s'abattre sur le tribunal. Sous la pression, le fils Nicolas Duché craque et passe aux aveux au 8e jour du procès. Nicolas Duché va finalement parler. Il va raconter. Et lui va dire aussi que la version de Damien Aristide est la bonne. C'est un moment fort parce que jusqu'à présent, il était totalement presque comme sa mère, arc-bouté sur j'y étais pas, ils veulent me faire plonger, mais j'y étais pas. Et là, ouais, il y a un basculement.
va expliquer qu'il est présent, il va expliquer qu'il tient les pieds, il va expliquer qu'il n'a pas tué, mais qu'il est quand même un peu là. Il va expliquer quand même que c'est pas son idée, que c'est celle de la mère, qu'il est très désolé. Des excuses qui sont loin d'attendrir Nathalie, la maman de la victime. Il n'a aucun ressenti en fait. Il peut vous parler de quelque chose de très grave en vous regardant et en souriant. Non, je sais pas comment vous dire. Enfin, il s'est joué de tout le monde, je pense. Et les jurés n'ont pas non plus été convaincus. Car à l'issue des débats, Nicolas Duché est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, tout comme sa mère. Damien Aristide, qui a reconnu les faits, est lui condamné à 30 années de réclusion criminelle. Et Alice écope de 2 ans de prison avec 6 mois de sursis pour recel de cadavres. Au moment du verdict, franchement, là, j'étais la plus heureuse du monde. J'ai même demandé à mon ami si c'était vrai. Et ce qui est particulier dans ce verdict, c'est que celui qui a tué, découpé et brûlé écope d'une peine moins lourde que celle qui est désignée comme la donneuse d'ordre. Donc ça montre à quel point la Cour a donné de l'importance à cette emprise, en fait, à cette notion d'emprise, à cette notion de matriarche qui a orchestré l'homicide. Isabelle et Nicolas Duché décident de faire appel. Et en septembre 2024, mère et fils sont de nouveau jugés, cette fois devant la cour d'assises de Gironde. Mais au final, c'est le copier-coller avec une double perpétuité pour les accusés. Les peines sont les mêmes, ce qui est un vrai soulagement. Aujourd'hui, Damien Aristide, Nicolas Duché et Isabelle Duché sont toujours derrière les barreaux. De son côté, Alice regrette sa participation à l'assassinat de Mathieu. Elle purge sa peine à domicile sous bracelet électronique. J'aurais beau m'excuser, ce qui a été fait, c'est impardonnable. Il y a une grosse culpabilité qui s'installe. C'est beaucoup de si je l'avais emmené à la gendarmerie, si je l'avais mis dans un train pour aller dans sa famille. Avec Laurine, elles essaient de recréer une vie loin du clan et de son emprise. Mais pour Nathalie, Hélène et Camille, la vie s'est arrêtée. En brûlant le corps de Mathieu, les accusés ont privé à jamais cette famille d'un lieu de sépulture. Je leur en veux énormément, oui. Parce que faire ce qu'ils ont fait, c'est inhumain. J'ai aucun moyen de me recueillir sur la tombe de mon frère puisqu'on n'a pas de tombe. Donc on ne peut pas faire notre deuil. Alors, pour surmonter la douleur, la famille de Mathieu s'accroche à son souvenir. Mathieu, il est toujours là, il sera toujours là et je me battrai jusqu'au bout, même si ça va être dur. Mais pour lui, je me battrai. Le plus difficile, c'est de ne plus avoir Mathieu avec nous. Il me manque énormément. Il n'y a pas une journée que je ne pense pas à Mathieu. Même quand on fait des repas avec ses autres petits cousins, il en manque toujours un. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Mathieu Dalibert. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. À bientôt. C'était une matinée grise, lourde d'humidité et de silence, quelque part dans la campagne normande. Le vent se faufilait à travers les herbes hautes, caressant les champs encore endormis. À première vue, rien ne distinguait ce village des autres. Quelques maisons basses, un café fermé depuis trop longtemps, une épicerie où l'on vendait surtout des cigarettes et des histoires. Pourtant, derrière les volets clos de la maison du chemin des Peupliers, se cachait une tragédie que personne n'aurait osé imaginer. Mathieu Dalibert n'était pas un inconnu pour les habitants de Saint-Vaast. C'était un garçon discret, un peu maladroit, souvent aperçu en train de pousser son vieux vélo rouillé, un sac plastique à la main. Il saluait toujours les gens, parfois avec un sourire un peu trop timide, comme s'il craignait de déranger. On disait qu'il vivait chez un couple, les Laroche, qu'il avait pris sous leur aile après la mort de sa mère.
Personne ne savait vraiment ce qu'il faisait là, ni pourquoi il semblait toujours si nerveux. On le voyait parfois à la fenêtre, regardant dehors sans bouger, les yeux vides. Un matin de mars 2012, un voisin, intrigué par l'absence de mouvement dans la maison des Laroche, décida d'aller frapper à la porte. Il remarqua la boîte aux lettres débordantes, un silence inhabituel et cette odeur, âcre, épaisse, qui s'échappait des fentes du volet. Quand la gendarmerie entra enfin, la scène qu'elle découvrit marqua à jamais ceux qui la virent. Le corps de Mathieu, à peine 30 ans, gisait dans la cave, couvert de bleu, de marques anciennes et récentes. Ses poignets portaient encore les traces de liens. Sur le sol, un seau, des restes de nourriture moisie, un matelas taché d'humidité. Et tout autour, un chaos d'objets cassés, d'outils rouillés, de bouteilles vides. Les Laroche, un couple sans histoire en apparence, furent arrêtés le soir même. Lui, Gérard, un homme trapu, ancien ouvrier agricole au tempérament colérique. Elle, Mireille, la cinquantaine, au regard dur, les bras croisés, comme si le monde entier lui devait des excuses. Lors de leur interpellation, aucun des deux ne montra la moindre émotion. Gérard déclara simplement « C'est lui qui voulait rester ». Dans le bureau du capitaine Morel, chargé de l'enquête, le silence pesait. Les photos du corps de Mathieu s'étalaient sur la table, insupportables. On y voyait la peau marquée, des traces de brûlures, de morsures et une maigreur extrême. Tout laissait penser que la victime avait été séquestrée pendant des mois, peut-être des années. Les premiers éléments d'autopsie confirmèrent l'horreur, privation, coups répétés, fractures mal soignées. On découvrit même qu'il avait été forcé à dormir dans cette cave, sans chauffage, même en hiver. Mais pourquoi ? Pourquoi un tel acharnement sur un homme sans défense, sans famille, sans histoire ? Les enquêteurs commencèrent à fouiller dans le passé du couple. Gérard Laroche avait déjà été connu pour des faits de violence dans les années 90. Un voisin raconta qu'il criait souvent sur Mireille, qu'on entendait parfois des bruits étranges la nuit. Une autre affirma que Mathieu faisait les courses, nettoyait la maison, coupait le bois, sans jamais recevoir un centime. C'était leur domestique, leur esclave, dira-t-elle plus tard, les yeux pleins de larmes. Pendant les premières auditions, Gérard resta de marbre. Il parlait peu, mâchonnant ses mots, alternant entre arrogance et lassitude. Il était bizarre, ce type-là, disait-il. On l'a recueilli, on lui a donné un toit. Mais il foutait rien, il fallait bien qu'il serve à quelque chose. Mireille, elle, semblait plus agitée. Elle oscillait entre colère et justification. Il était faible, tout le temps malade. Il se plaignait. On devait tout faire pour lui, alors oui, on a été dur, mais c'était pour son bien. Ce ton glacial, presque mécanique, troubla profondément les enquêteurs. Aucun remords, aucune reconnaissance de la souffrance infligée. Comme si, dans leur esprit, Mathieu n'était plus un être humain. Dans le carnet retrouvé sur une étagère, la gendarmerie découvrit une série de notes tenues par Mireille. Il a mal encore, ne veut pas se lever, punition, rien à manger jusqu'à demain. Ou encore, doit nettoyer la cave, a parlé trop fort, Gérard n'est pas content. Ces mots, froids et méthodiques, décrivaient un enfer domestique organisé, presque ritualisé. L'autopsie révéla aussi un autre détail. Certaines blessures anciennes correspondaient à des coups portés avec des objets du quotidien, un manche à balai, un câble électrique, voire une ceinture. L'enquêteur principal nota dans son rapport « Nous sommes face à une logique d'humiliation totale, de domination. Les auteurs ne cherchaient pas à tuer, mais à réduire leurs victimes à un état d'objet. » À Saint-Vaast, la stupeur se transforma vite en incompréhension. Comment un tel drame avait-il pu se dérouler sous leurs yeux ? Dans ce village où tout le monde connaît tout le monde, personne n'avait rien vu. Ou plutôt, personne n'avait voulu voir. On se souvenait maintenant des murmures, des regards fuyants. Certains avaient entendu des cris, la nuit, mais s'étaient dit que ça ne les regardait pas. D'autres avaient remarqué la maigreur de Mathieu, ses manches longues même en plein été. On pensait qu'il avait peur du soleil, dira un commerçant, honteux. Quand les médias s'emparèrent de l'affaire, la France entière découvrit avec effroi les détails de ce qu'on appela bientôt l'affaire de l'esclave de Saint-Vaast. Les journaux s'interrogeaient comment, au XXIe siècle, un être humain pouvait-il être réduit à cet état ? En plein cœur d'un village français, les débats s'enflammèrent. La responsabilité collective, le silence des voisins, l'aveuglement des institutions. Pendant ce temps, dans sa cellule,
Mireille écrivait encore. Une gendarme racontera plus tard qu'elle l'avait vu griffonner sur une feuille. Il était à nous. On voulait juste qu'il obéisse. Le juge d'instruction ordonna une reconstitution. Gérard Laroche, menotté, fut conduit dans la maison. Il désigna du doigt l'escalier menant à la cave, sans émotion. C'est là qu'il dormait. Il voulait être tranquille, dit-il. Les enquêteurs savaient que c'était faux. Des traces de chaînes avaient été retrouvées sur le mur et le verrou de la porte se fermait de l'extérieur. La cave était humide, glaciale, saturée d'une odeur de moisissure et de souffrance. Au sol, la marque d'un matelas, quelques vêtements déchirés. Tout y parlait encore de la présence de Mathieu. En sortant, l'un des gendarmes murmura « Il devait espérer qu'un jour, quelqu'un frappe à la porte ». Mais personne n'avait frappé à temps. L'enquête révéla aussi que Mathieu touchait une allocation d'adulte handicapé, versée sur le compte du couple Laroche. L'argent servait à payer leurs factures, leurs cigarettes, leurs jeux de grattage. Mathieu, lui, n'avait même pas de papier d'identité sur lui. Il n'avait plus de téléphone, plus d'amis, plus de voix. Quand le procureur de la République parla de crime d'asservissement moderne, beaucoup froncèrent les sourcils. Ce mot « esclave » semblait appartenir à un autre siècle. Pourtant, ici, dans cette maison banale de Normandie, c'était bien ce qu'il s'était passé. À mesure que les auditions avançaient, le récit se précisait, glaçant. Les voisins décrivaient de Mathieu comme un être effacé, docile, toujours prêt à rendre service. Il venait parfois leur apporter des œufs ou du pain, toujours envoyé par Mireille. Il disait merci tout le temps, même quand on ne lui donnait rien, dira une voisine, la gorge nouée. D'autres racontèrent qu'ils l'avaient vu pleurer en silence, accroupi près de la barrière. Une gendarme nota dans son rapport. La victime avait intégré la peur comme une seconde peau. Elle ne fuyait plus parce qu'elle ne savait plus qu'elle pouvait fuir. Et tandis que la justice se préparait à instruire un dossier d'une rare violence, une question hantait tous les esprits. Comment un couple ordinaire, sans passé psychiatrique, avait-il pu plonger dans une telle cruauté ? Était-ce la misère, la solitude, ou simplement la perversion nue du pouvoir absolu sur un être faible ? Dans la salle d'interrogatoire, Gérard finit par lâcher une phrase, presque en chuchotant « Il n'avait qu'à se défendre ». Ce fut à ce moment précis que le capitaine Morel comprit qu'il ne regrettait rien. Les jours qui suivirent l'interpellation des Laroche furent marqués par un silence pesant. Dans la gendarmerie de Saint-Vaast, on entendait à peine le bruit des bottes sur le carrelage. Les enquêteurs, habitués aux crimes de sang, se trouvaient cette fois face à quelque chose d'autre, d'indiciblement plus sombre, une destruction méthodique de l'être humain. Mathieu Dalibert, 30 ans à peine, n'avait pas été tué en une nuit. Il avait été effacé, lentement, jour après jour. Et plus l'enquête avançait, plus la France entière découvrait, horrifiée, l'ampleur du calvaire. Le capitaine Morel passa des heures à relire le dossier de Mathieu. Né à Caen, issu d'une famille modeste, il avait grandi dans un environnement fragile. Sa mère, Monique Dalibert, une femme discrète et un peu perdue, avait tenté de l'élever seule après la fuite du père. Mathieu avait été diagnostiqué léger retard intellectuel à l'âge de 12 ans, ce qui n'avait jamais empêché sa mère de l'aimer profondément. Mais lorsqu'elle mourut d'un cancer en 2006, il se retrouva seul, vulnérable, sans ressources. Ce fut à ce moment-là qu'un couple, des connaissances éloignées de la famille, proposa de l'héberger le temps qu'il se remette. C'étaient les Laroche. Le piège s'était refermé, sans violence, sans bruit. Au début, Mathieu aidait à la ferme, tondait la pelouse, lavait la voiture. On lui promettait un peu d'argent plus tard. Puis, petit à petit, les promesses disparurent. Gérard devint plus exigeant, plus cassant. Mireille, elle, prit le rôle de maîtresse de maison tyrannique, imposant des horaires, des règles absurdes. Ne pas s'asseoir avant 22 heures, ne pas parler sans permission, se laver à l'eau froide. Le téléphone fut retiré, puis les papiers, puis la clé. Mathieu ne s'en rendit peut-être même pas compte. L'isolement s'installa comme une brume. Les voisins avaient vu les signes, mais sans y prêter l'attention nécessaire. Au début, il venait souvent au village, se souvient Jeanne, la boulangère. Et puis un jour, plus rien. On pensait qu'il avait déménagé. Personne ne sut qu'il dormait alors dans une cave humide, sur un vieux matelas jeté là, à même le sol. Lors de l'examen médico-légal, les médecins constatèrent que la victime présentait plus de 60 cicatrices distinctes, certaines anciennes de plusieurs années, d'autres récentes.
L'une des fractures, mal consolidée, remontait à près de 12 mois avant le décès. Ce n'était pas de la rage soudaine, mais de la routine, nota le médecin légiste, une mécanique de la douleur. Dans les jours suivants, Gérard et Mireille furent confrontés. L'ambiance dans la salle d'interrogatoire était étouffante. Assis face à face, séparés par un bureau, ils s'observaient comme deux bêtes piégées. Gérard gardait son air renfrogné, Mireille fixait la table. Le capitaine lança. « Vous savez pourquoi vous êtes ici ?» Silence. « Parce qu'il est mort », répondit Mireille, la voix sèche. « Non, Madame Laroche, parce que vous l'avez tué, lentement, vous l'avez détruit. » Elle haussa les épaules, comme si le mot « tuer » ne la concernait pas. Il ne voulait jamais rien faire, il fallait toujours tout répéter, on n'avait plus de patience. « Et donc vous l'avez attaché, fait dormir dans la cave, privé de repas ?» Il avait peur du monde, murmura-t-elle. En bas, au moins, il était tranquille. Ces phrases, notées dans le procès-verbal, glacèrent le sang de tout le monde. Tranquille. Le mot sonnait comme une insulte à la mémoire du jeune homme. Gérard, de son côté, continuait de se présenter en victime. « On s'est sacrifié pour lui », répétait-il. « Personne ne voulait de ce gamin. C'est nous qui l'avons recueilli, et voilà comment on est remercié. » L'arrogance de ces mots était insupportable, mais derrière cette façade, les psychologues mandatés par le juge voyaient autre chose, une forme de satisfaction. Gérard n'avait pas seulement asservi Mathieu, il avait aimé le dominer, l'humilier. Il se sentait fort pour la première fois de sa vie. Dans le grenier, les gendarmes découvrirent une vieille télévision poussiéreuse, une caisse remplie de bouteilles vides et un cahier d'écolier où Mireille notait tout, les punitions, les progrès, les fautes. Le ton y était mécanique, clinique, a crié pendant le repas sauté, n'a pas regardé Gérard dans les yeux, couché sans couverture. Ce n'était plus de la discipline, c'était de la déshumanisation. Le capitaine Morel montra le cahier au procureur. « Ils ont fait de lui leur esclave », dit-il simplement. À Paris, les journaux commencèrent à publier les premiers articles. Un homme séquestré et torturé en Normandie, le couple infernal arrêté. Les débats télévisés s'emparèrent du sujet. Comment expliquer cette horreur? Était-ce un cas isolé ou la partie visible d'un mal plus profond? Certains sociologues parlaient de servitude moderne, d'autres de banalisation de la cruauté. Pendant ce temps, dans le petit cimetière de Saint-Vaast, le corps de Mathieu reposait sous une simple pierre blanche. Peu de gens assistèrent à l'enterrement. Seule une assistante sociale déposa une fleur en silence. Les psychiatres chargés d'évaluer les Laroche s'accordèrent sur un point. Il ne présentait aucun trouble mental majeur. Pas de schizophrénie, pas de délire. Simplement, une absence totale d'empathie. Mireille expliqua « Il fallait bien que quelqu'un commande, sinon c'était le chaos. » Gérard ajouta sans émotion « Il était à nous, on l'avait recueilli. C'est pas un crime d'aider quelqu'un. » Mais les preuves s'accumulaient. Les traces de liens, le cadenas de la porte, les transferts bancaires des aides sociales vers leur compte. Et surtout, les témoignages. Un ancien collègue de Gérard raconta qu'un jour, en plaisantant, celui-ci avait dit « Moi, au moins, j'ai un gaz à la maison qui bosse gratis. » Personne n'avait ri. Mais personne n'avait signalé non plus. Pendant des semaines, les enquêteurs reconstituèrent la vie de Mathieu dans cette maison. Chaque pièce portait la marque du contrôle. Dans la cuisine, 2 assiettes, 2 verres, les leurs. Dans un coin, un bol en plastique fendu, probablement celui de Mathieu. Sur le frigo, un mot écrit en capitale. « Obéir ». Une voisine, interrogée tardivement, livra un détail glaçant. Je me souviens qu'un soir, vers Noël, j'ai vu Mireille l'appeler depuis la porte. Il s'est approché. Elle lui a lancé quelque chose. J'ai cru que c'était une couverture. En fait, c'était une serpillière. Et elle a ri. À mesure que les témoignages affluaient, un tableau se dessinait, celui d'un asservissement absolu sans fuite possible. Mathieu n'était plus un homme, mais une fonction, une ombre utile. On lui avait volé jusqu'à la conscience de lui-même. Le juge d'instruction, maître Darnel, demanda une expertise complémentaire sur les mécanismes psychologiques du couple. Le rapport conclut que Gérard représentait la force brutale, tandis que Mireille incarnait la raison punitive. Ensemble, ils formaient un système fermé, auto-justifié. Chaque acte de violence trouvait sa légitimité dans l'autre. Une nuit, le capitaine Morel, épuisé, resta seul dans son bureau à feuilleter les photos de la scène. Le visage de Mathieu,
figé dans une paix tardive, le hantait. Il pensa à tous ces jours où le jeune homme avait attendu un signe du monde extérieur. Un simple mot, un regard, un geste. Rien n'était venu. Il n'y a pas pire enfer, écrivit-il dans son carnet, que celui dont personne ne sait qu'il existe. Quelques jours plus tard, un appel anonyme arriva à la gendarmerie. Une voix féminine, tremblante, dit simplement « Je savais qu'il lui faisait du mal. Je n'ai rien dit. Pardonnez-moi. » Puis elle raccrocha. Ce fut la première fois dans ce dossier que quelqu'un prononça le mot « pardon ». Lorsque l'instruction judiciaire débuta officiellement, le juge Darnel décida d'élargir l'enquête. Il ne s'agissait plus seulement de déterminer comment Mathieu Dalibert était mort, mais pourquoi tant de gens autour de lui avaient préféré détourner le regard. L'affaire prenait une dimension presque morale, celle du silence collectif. Dans les couloirs du palais de justice de Caen, les journalistes affluaient, les caméras se pressaient à la porte. L'affaire Dalibert devint un symbole, celui de la cruauté ordinaire, dissimulée derrière des haies bien taillées et des maisons tranquilles. Les Laroche, quant à eux, continuaient de nier toute intention de nuire. Leur avocat, maître Huck, tenta d'adoucir l'image du couple. « Mes clients ne sont pas des monstres. Ils ont recueilli un homme fragile et se sont retrouvés dépassés. » Mais dès la première audience, la stratégie s'effondra. La procureure lut à haute voix quelques extraits du cahier retrouvé dans le grenier. « À parler sans autorisation, gifle. À refuser de manger, punition. Dehors jusqu'à minuit. » Le ton neutre de la voix de la magistrate fit frissonner la salle. Personne ne pouvait croire à la maladresse. Les témoins défilèrent. Un facteur, 2 anciens voisins, une infirmière venue autrefois pour un contrôle administratif. Tous avaient vu, entendu, deviné quelque chose. Personne n'avait agi. « On avait peur d'avoir des ennuis, » dit l'un. « On pensait qu'il était bizarre, pas qu'il souffrait, » expliqua l'autre. À chaque témoignage, Mireille fixait le vide, impassible. Gérard, lui, reniflait, agacé, comme un homme qu'on dérange. Dans son bureau, le juge Darnel reçut le rapport final du légiste. Il prit le temps de le lire seul. Les lignes étaient sèches, précises, fractures multiples, lésions cutanées anciennes, signes de privation alimentaire sévère. Puis, en marge, une phrase du médecin. La victime présentait une résignation extrême, typique des syndromes d'emprise prolongée. Darnel resta un long moment à contempler ce mot. Emprise. C'était là, le cœur du drame. Mathieu n'avait pas seulement été enfermé physiquement, on lui avait confisqué sa volonté. L'expert en psychologie comportementale, le docteur Perrin, décrivit au tribunal le processus. Chez les victimes d'emprise, expliqua-t-il, le besoin d'approbation devient vital. La peur est remplacée par la soumission. La victime cesse de penser à fuir, car elle croit mériter sa condition. Ce constat jeta un froid. Gérard haussa les épaules. Mireille baissa enfin les yeux. Au même moment, dans le petit village de Saint-Vaast, la maison des Laroche restait vide, placée sous scellé. Mais chaque jour, des curieux venaient déposer des fleurs, des dessins, parfois un mot pour Mathieu. « Pardon de ne pas avoir vu, tu méritais mieux. » L'émotion dépassait le cadre judiciaire. Elle touchait quelque chose de plus vaste. La honte partagée. Le capitaine Morel, qui continuait de suivre le dossier, fut appelé par le juge pour un complément d'enquête. Une lettre anonyme, cette fois, avait été reçue. Écrite d'une main tremblée, elle disait « Ils n'étaient pas seuls. Quelqu'un d'autre venait, la nuit. » Morel sentit son cœur battre plus fort. Il retourna immédiatement sur les lieux. Dans le grenier, derrière les poutres noircies, on retrouva un vieux téléphone portable dissimulé dans une boîte de clous. Après examen, les techniciens découvraient qu'il appartenait à Gérard Laroche. Plusieurs photos y figuraient, datées de 2014 et 2015. Des clichés flous, pris dans la cave, où l'on distinguait la silhouette maigre de Mathieu, torse nu, agenouillé. Sur 2 des images, une 3e personne apparaissait brièvement. Un homme plus jeune, visage partiellement visible. L'analyse faciale révéla qu'il s'agissait de Benoît Lenoir, un cousin éloigné de Mireille, souvent de passage pour donner un coup de main. Convoqué, Lenoir tenta d'abord de nier, mais les preuves le lièrent rapidement à plusieurs visites nocturnes. « Je venais pour boire un coup, c'est tout », balbutia-t-il. Puis, sous la pression, il finit par admettre avoir assisté à des scènes de correction. C'était Gérard qui décidait, moi je disais rien. Quand le capitaine lui demanda pourquoi il n'avait pas alerté la police, il répondit « Honteux, j'avais peur de lui ». Cette nouvelle révélation ajouta une couche supplémentaire d'horreur.
Mathieu n'avait pas seulement été isolé, il avait été exhibé. Son supplice servait d'exutoire à la brutalité des autres. Le dossier, déjà accablant, prit alors une tournure presque insoutenable. Le juge demanda la requalification des faits en actes de torture et barbarie ayant entraîné la mort. Dans les semaines suivantes, des journalistes retrouvèrent des témoignages d'anciens ouvriers agricoles passés chez les Laroche. L'un d'eux, un Polonais, expliqua avoir quitté la ferme après seulement 3 jours. « Le soir, j'ai entendu des cris. Gérard m'a dit que c'était la télé, mais la télé était éteinte. » Ces paroles furent reprises dans les journaux, et la France découvrit peu à peu la réalité de ce huis clos sordide. Le 14 octobre, lors d'une confrontation, le juge demanda à Mireille pourquoi elle n'avait jamais cherché à libérer Mathieu. Elle répondit calmement « Parce qu'il ne voulait pas partir. Il disait qu'il nous devait tout. » Le docteur Perrin intervint alors pour rappeler que la dépendance psychologique pouvait inverser la perception du bien et du mal. Ce qu'elle appelle gratitude, c'est la peur de vivre sans ses bourreaux. Pendant ce temps, l'émotion publique grandissait. Des associations de défense des victimes de maltraitance se mobilisèrent, demandant une réforme des dispositifs de contrôle des personnes vulnérables. À Paris, un débat à l'Assemblée évoqua le retour des esclavages invisibles. Le nom de Mathieu Dalibert résonna comme un symbole d'un système défaillant, incapable de protéger les plus faibles. Pourtant, malgré la médiatisation, le capitaine Morel restait hanté par un doute. Pourquoi, après tant d'années de torture, la mort? Était-ce un accident, une escalade ou un geste prémédité? L'autopsie révélait une fracture du crâne provoquée par un choc violent. Mais le corps ne montrait aucun signe de lutte. Le légiste supposa que Mathieu avait chuté, peut-être après un coup, mais dans le contexte, tout indiquait un geste volontaire. Un soir, seul dans son bureau, Morel relut les dernières pages du carnet de Mireille. La dernière ligne, datée de 3 jours avant la mort, disait « Ne se lève plus, ne parle plus, je crois qu'il a compris. » Cette phrase, plus que toutes les autres, lui fit comprendre. Mathieu n'était plus vivant bien avant que son cœur s'arrête. Il avait cessé d'exister intérieurement, vidé par la peur et le désespoir. Lorsque le procès s'ouvrit, la salle d'audience était comble. Mireille entra la première, vêtue d'un pull beige, les cheveux attachés, sans maquillage. Gérard suivait, massif, le regard sombre. Le noir, lui, évitait tout contact. Le juge les observa longuement avant de déclarer « Nous ne sommes pas ici pour juger des monstres. Nous sommes ici pour juger des humains qui ont choisi de se comporter comme tels. » Les témoins défilèrent encore, les experts parlèrent, les avocats plaidèrent. Mais malgré les mots, malgré les preuves, un mystère demeurait. Comment le mal avait-il pu se glisser si lentement dans cette maison sans que personne ne l'arrête? Était-ce la peur, la lâcheté, ou simplement l'indifférence? Le procureur conclut sa plaidoirie par une phrase restée célèbre. « Ce n'est pas la barbarie qui a tué Mathieu Dalibert, c'est notre silence. » Dans la salle, certains pleuraient. D'autres gardaient les yeux baissés, honteux. Le verdict tomba tard dans la nuit. Gérard Laroche, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Mireille, à 25 ans de prison. Le Noir, à 10 ans pour complicité. Le silence retomba sur le tribunal, lourd, définitif. Mais pour le capitaine Morel, ce n'était pas la fin. Quelques semaines plus tard, il reçut une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, une photo. On y voyait Mathieu enfant, souriant, tenant la main de sa mère. Au dos, une phrase « Pour qu'on se souvienne de lui autrement ». Le lendemain de la découverte du téléphone, l'équipe de la brigade criminelle s'était réunie dès l'aube dans la petite salle de réunion du commissariat de Saint-Brieuc. Sur le tableau blanc, les noms s'alignaient comme une litanie funèbre. Mathieu Dalibert, disparu. Thomas Joret, suspect principal. Lucas Marnier, témoin. Camille, ami proche. À côté, les policiers avaient épinglé une photo du manoir de la route de Binic, la bâtisse où Thomas vivait depuis l'automne précédent. Une silhouette grise se découpait sous la pluie bretonne, et chacun ressentait ce même frisson, cette certitude sourde qu'à l'intérieur, quelque chose d'inavouable s'était produit. L'adjudant Lefort, un homme au visage buriné par 30 ans d'enquête, prit la parole. On a un signal du portable de Mathieu. Localisation approximative. Le secteur de Plérin, pas loin de la mer. C'est large, mais c'est tout ce qu'on a. On va quadriller. Et surtout, on garde les distances avec Joret. Il sait qu'on le surveille.
Camille, convoquée au poste, s'était installée sur une chaise de métal. Elle n'avait pas dormi, ses yeux rougis trahissaient des heures de cauchemar. Elle serrait entre ses doigts une photo de Mathieu prise quelques mois plus tôt, le sourire doux, la chemise blanche ouverte sur le cou. Je vous l'ai dit, il avait peur. Il me disait que Thomas devenait imprévisible, qu'il criait pour rien, qu'il voulait le dresser. Ce sont ces mots, me dresser. Les policiers échangèrent un regard. L'un d'eux prit des notes. « Et vous n'avez jamais songé à prévenir quelqu'un ?»« Si, mais il me suppliait de ne pas le faire. Il disait qu'il partirait, qu'il trouverait un appartement. Il ne voulait pas que ça s'ébruite. » Pendant ce temps, sur le terrain, 2 voitures banalisées sillonnaient la côte. La pluie martelait les pare-brises. L'un des agents, une jeune recrue nommée Perrin, leva soudain les yeux vers une bâtisse en retrait, partiellement dissimulée derrière des sapins. Une maison abandonnée, les volets clos, le jardin envahi de ronces. « Chef, regardez ça !» On dirait qu'il y a eu du passage récemment. Ils descendirent, lampe à la main. Le sol était couvert de traces boueuses, récentes. Une porte arrière, entr'ouverte, grinçait dans le vent. À l'intérieur, l'air était saturé d'humidité, une odeur d'essence et de fer. Sur la table, des cordes, un vieux seau et dans un coin, une planche tachée de brun. Le fort s'accroupit, passa un doigt sur la tache. Du sang, pas ancien, appelez la scientifique, tout de suite. Quelques heures plus tard, le manoir de Thomas Joret fut perquisitionné. Le suspect, vêtu d'un pull beige, accueillit les policiers avec une ironie glaciale. « Vous croyez vraiment que j'ai quelque chose à cacher ? Vous allez être déçus, messieurs. » Son sourire crispé trahissait pourtant une tension profonde. La perquisition dura des heures. Dans la chambre de Mathieu, les enquêteurs découvrirent des vêtements soigneusement pliés, un sac jamais défait, et sous le lit, une ceinture de cuir noir, usée, dont la boucle portait des traces sombres. Le rapport préliminaire de la police scientifique confirma ce que tout le monde craignait. Il s'agissait bien du sang de Mathieu. Dès lors, la maison devint scène de crime. Chaque pièce, chaque mètre carré fut photographié. Dans la cave, une découverte glaça les agents. Des chaînes fixées au mur, un anneau de fer scellé dans le sol et un vieux matelas taché. Le silence de pierre qui régnait là-bas semblait absorber toute humanité. Le fort resta longtemps dans l'ombre, à observer ses murs. « On ne parle plus d'un simple homicide, » murmura-t-il. « C'est de la torture, une captivité. » Pendant ce temps, au centre médico-légal, les experts continuaient de décortiquer les vidéos trouvées sur le téléphone. Certaines étaient illisibles, d'autres montraient seulement un sol, un bruit de pas, puis des gémissements étouffés. À un moment, on distinguait une voix grave, autoritaire. « Regarde-moi, dis que tu m'appartiens. » Puis un cri, bref, suivi d'un silence coupant. Les médias, flairant le scandale, commencèrent à s'en mêler. « L'affaire de l'esclave de Saint-Brieuc », titra un journal local. Très vite, la pression devint insupportable. Camille reçut des appels anonymes, certains haineux, d'autres curieux, et l'opinion publique s'enflamma. Des internautes fouillaient le passé de Thomas Joret, un ancien étudiant brillant, issu d'une famille aisée, passionné d'art contemporain et de psychologie. Mais derrière le vernis, des témoignages surgirent. Ex-petits amis, voisins, anciens camarades évoquaient un tempérament dominateur, une obsession du contrôle. Le soir même, alors que le ciel s'assombrissait sur la Bretagne, Thomas fut convoqué pour une nouvelle audition. Cette fois, il ne riait plus. Ses mains tremblaient légèrement. « Vous avez perquisitionné chez moi sans prévenir, vous avez volé ma vie privée », protesta-t-il. « Ce que nous avons trouvé dans votre cave n'a rien de privé », répondit le fort froidement. « Vous pouvez nous expliquer ?» Un long silence s'installa. Le suspect fixa la table, puis releva les yeux. C'était un jeu. Il aimait ça. C'était consenti. Cette phrase, prononcée d'un ton presque indifférent, provoqua une onde glaciale dans la pièce. Le fort serra les poings. Consenti ? Vous appelez ça du consentement quand quelqu'un supplie qu'on le laisse partir ? Vous avez vu son état ? Vous saviez qu'il ne mangeait presque plus ? Thomas haussa les épaules. Il aurait pu partir. La porte n'était pas verrouillée. C'était son choix. Mais les faits contredisaient tout. Les chaînes, les vidéos, les blessures, les traces de coups, tout montrait qu'il mentait. Pourtant, sans corps, l'affaire demeurait fragile juridiquement. Et Thomas le savait. Il gardait ce sourire narquois, ce calme dérangeant de ceux qui pensent avoir déjà gagné. Plus tard dans la soirée, le fort monta dans sa voiture. Il resta longtemps immobile, regardant les gouttes glisser sur le pare-brise. Quelque chose dans cette affaire lui échappait encore. L'absence du corps, l'absence de véritable mobile. Pourquoi ce besoin de domination ? Pourquoi Mathieu ?
Était-ce un hasard, une obsession, une vengeance? Dans la nuit, un appel le tira de ses pensées. C'était la scientifique. « Chef, on a du nouveau. Le sol de la cave, il y a une trappe, cachée sous le béton. On l'a repérée avec le scanner. » Lefort sentit son cœur s'accélérer. « Ne touchez à rien. J'arrive. » 1 heure plus tard, les policiers étaient de retour au manoir. Sous la lampe portative, ils dégagèrent de la poussière. La trappe céda dans un grincement. Un souffle d'air froid monta du noir. L'odeur, insoutenable, confirma leur crainte. Dans la fosse étroite, recouverte de terre humide, gisait ce qui semblait être un corps recroquevillé. Les mains liées, les jambes couvertes d'échymoses, le visage à moitié dissimulé sous un tissu. Lefort retira son chapeau, ferma les yeux. « C'est fini », murmura-t-il. « On l'a retrouvé. » Mais il ne savait pas encore que ce qu'il venait de découvrir n'était que le début. Car dans cette trappe, ils allaient aussi trouver quelque chose d'autre. Un carnet. Un carnet que Thomas Joret avait soigneusement dissimulé, rempli de notes, de dates, de phrases codées. Et à la dernière page, une phrase écrite en lettres tremblées. Il n'était pas le premier. Le vent soufflait fort cette nuit-là sur la côte bretonne, comme si la mer elle-même voulait couvrir le murmure des secrets qu'on venait d'exhumer. Sous la pluie fine, les agents s'affairaient autour de la trappe de la cave, les visages tirés, les mains gantées de latex. Le corps, désormais identifié grâce aux empreintes digitales, appartenait bien à Mathieu Dalibert. La vérité que tous redoutaient venait d'éclater. Il ne s'agissait plus d'une disparition, mais d'un meurtre d'une cruauté inimaginable. Pourtant, au milieu de l'horreur, un objet attirait davantage encore l'attention de la brigade, ce carnet noir trouvé sous le matelas de fortune, enveloppé dans un tissu plastique. C'était un petit cahier à spirale, jauni par l'humidité, couvert de taches d'encre et de salpêtre. Sur la couverture, un mot griffonné au feutre, « Protocole ». Lefort, trempé jusqu'aux os, le teint entre ses mains. Son instinct lui soufflait que ce carnet contenait plus qu'un simple journal. Il le confia aussitôt à la police scientifique. Quelques heures plus tard, dans le laboratoire, le lieutenant Perrin observa les pages à travers un film protecteur. « Chef, il a tout noté. Des dates, des initiales, des phrases codées. Écoutez ça. Jour 12, il obéit mieux. Jour 14, punition nécessaire. Jour 21, silence absolu. Il apprend enfin à se taire. » Lefort se frotta le front, accablé. Il a documenté sa propre folie, comme un scientifique décrivant une expérience. Mais plus glaçant encore était un certain passage où l'on distinguait d'autres initiales, précédées de mots ambigus. Série 2, EM, début 2017, échec complet. Série 3, NL, disparition discrète. Ces notations faisaient froid dans le dos. Et à la dernière page, la phrase que tous avaient lue en silence, « Il n'était pas le premier ». Le lendemain matin, les enquêteurs décidèrent d'interroger de nouveau Thomas Joret. Il fut extrait de sa cellule provisoire, mais noté, les traits creusés mais toujours défiants. « Ce carnet, lui dit Lefort en le posant sur la table, c'est vous qui l'avez écrit ?»« Non, répondit-il calmement. C'est votre écriture, Thomas, votre carnet, vos phrases. Jour 14. Punition nécessaire. Vous appelez ça comment? Un roman ?» Thomas haussa légèrement les épaules. « Ce sont des notes pour un projet artistique, une performance. Vous ne pouvez pas comprendre. » Lefort se pencha vers lui, son regard brûlant. « Une performance? Vous avez torturé un homme pendant des semaines et vous osez appeler ça de l'art ?»« Il était consentant, » répéta Thomas d'une voix presque douce. Tout était consenti. Il voulait aller au bout. C'était un jeu de rôle, un dépassement. Il m'avait donné son accord. « Jusqu'à la mort ?» lança Lefort. Thomas esquissa un sourire à peine perceptible. Il n'a pas supporté, c'est tout. Lefort sentit la colère lui monter à la gorge, mais il se retint. Il savait que la moindre erreur pouvait compromettre l'interrogatoire. Il sortit, la mâchoire serrée. Dans le couloir, Perrin l'attendait. « Chef, il y a un autre problème. On a comparé certaines dates du carnet avec la base des disparitions non résolues. Et il y a des correspondances. Une jeune femme disparue en 2017 à Nantes, un étudiant porté disparu à Lorient en 2019. Les initiales collent. Le silence tomba lourdement entre eux. Lefort comprit qu'il venait d'ouvrir une série potentielle de crimes, bien au-delà du seul cas de Mathieu Dalibert. Le jour même, les médias explosaient. Le tortionnaire de Saint-Brieuc aurait fait d'autres victimes, titrait France Ouest. Les chaînes d'infos s'installaient devant le commissariat. Les journalistes harcelaient de Camille, les voisins, les anciens professeurs de Thomas.
L'affaire devenait un spectacle morbide. Camille, effondrée, était hébergée sous protection temporaire. Elle ne parlait plus, ne mangeait presque plus. Mais quand Lefort vint la voir pour lui montrer le carnet, ses yeux s'écarquillèrent. « Ce n'est pas la première fois, murmura-t-elle. Je le savais. » « Comment ça ? Un jour, il m'a parlé d'un exercice qu'il avait déjà fait avant Mathieu. Il disait que certains n'étaient pas à la hauteur. Je croyais qu'il blaguait. Mon Dieu !» Cette révélation confirma les pires craintes de Lefort. Ce n'était pas un accident, c'était une méthode, un rituel, un système de domination planifié. Les jours suivants furent une course contre la montre. On exhuma des archives, on interrogea d'anciens colocataires, d'anciens amants, des artistes fréquentés dans des cercles parisiens underground. Tous décrivaient le même profil. Un homme charismatique, manipulateur, fasciné par la douleur et le contrôle. Certains se souvenaient même d'expositions étranges où il présentait des photos de corps bandés, ligotés, sous le titre « Obéissance et beauté ». Pendant ce temps, au centre d'analyse criminelle, on déchiffrait les codes du carnet. Plusieurs numéros renvoyaient à des localisations GPS. Une équipe fut envoyée sur l'un des sites indiqués, un ancien hangar près de Rennes. À l'intérieur, ils découvrirent des chaînes rouillées, un fauteuil taché et sur le mur, écrit à la craie « Ce n'est pas la souffrance qui tue, c'est la peur ». Lefort resta pétrifié. On a affaire à un esprit méthodique, pas un fou impulsif. Un homme qui planifie, qui répète. Dans la cellule, Thomas semblait étrangement serein. Il dessinait, des silhouettes liées entre elles par des fils. Quand Lefort entra, il leva les yeux. « Vous savez, dit-il, Mathieu n'était pas faible, il était curieux. Il voulait comprendre jusqu'où l'humain peut aller. Vous parlez de philosophie pour excuser un meurtre ?» Thomas sourit. « Pas un meurtre. Une expérience. Il voulait se soumettre. Je lui ai offert cette possibilité. » Lefort frappa du poing sur la table. « Il voulait vivre, bordel !» Mais Thomas ne répondit pas. Il regardait un point invisible, comme fasciné par quelque chose au-delà de la pièce. Lefort sortit, écœuré. Dehors, la nuit tombait. Le vent portait l'odeur de la mer. Et au loin, les phares d'un véhicule approchaient. C'était l'équipe scientifique, revenue d'un autre site mentionné dans le carnet. « Chef, on a trouvé quelque chose d'étrange, » dit Perrin. « Pas un corps, mais des restes brûlés, des fragments d'os et de tissu, dans un vieux poêle industriel. On attend les analyses ADN. » Lefort blêmit. « Combien cette fois ?» Difficile à dire, peut-être 2. Le carnet noir devenait une carte macabre, retraçant plusieurs années de souffrance. Chaque page correspondait à un cycle, chaque initiale à une victime possible. Pourtant, quelque chose manquait encore. À la fin du carnet, un symbole revenait sans explication, une lettre grecque, « O », entourée d'un cercle. Lefort la montra à Perrin. « Vous croyez que c'est quoi, ça ? Le symbole de la fin, oméga, la dernière lettre de l'alphabet grec, peut-être la signature de sa dernière victime, ou la sienne. » Cette idée glaça Lefort. Et s'il avait prévu sa propre chute ? Et si tout cela faisait partie du plan ? Dans la pénombre du commissariat, il observa à nouveau le portrait de Mathieu. Son regard semblait lui demander justice. Lefort jura intérieurement qu'il irait jusqu'au bout. Mais au même moment, à la prison de Saint-Brieuc, un surveillant remarqua quelque chose d'inquiétant. Thomas Joret, seul dans sa cellule, murmurait sans arrêt, griffonnant sur les murs le même mot « Oh, bientôt ». Les jours qui suivirent la découverte du symbole plongèrent la brigade dans une tension étouffante. Le carnet noir, désormais pièce maîtresse du dossier, semblait ouvrir une porte vers un univers parallèle, une sorte de liturgie macabre inventée par Thomas Joret. Chaque mot, chaque chiffre, chaque symbole y paraissait chargé d'une signification cachée. Mais c'était surtout cette lettre grecque, O, qui obsédait Lefort. Oméga. La fin, le dernier souffle, la conclusion d'un cycle. Et si ce symbole n'était pas une métaphore, mais un compte à rebours ? Au bureau, les enquêteurs épluchaient chaque page, chaque annotation, espérant y trouver une clé. Sur un tableau, Lefort avait fait écrire en grand « Qui est O ?» « Ça pourrait être une organisation, » proposa Perrin, « un collectif secret. »« Ou un complice, » répondit Lefort, songeur. « Quelqu'un qui terminait ce que Joret commençait. » Pendant ce temps, au centre pénitentiaire, Thomas demeurait silencieux. Il ne réclamait rien, ne parlait à personne, sauf à un certain moment de la journée. La nuit, juste avant l'extinction des feux. Alors, il écrivait.
de petits fragments sur des morceaux de papier qu'il déchirait ensuite. Les gardiens disaient qu'il murmurait le même mot, encore et encore, Oméga. Un matin, Perrin entra dans le bureau de Lefort, le visage pâle. « Chef, regardez ça. J'ai analysé les dernières pages du carnet sous lumière UV. Il y avait une encre invisible. On y trouve des coordonnées GPS. Où ça ? Un petit port de pêche abandonné près de Saint-Quay-Portrieux. On y va. » Ils partirent aussitôt. Le vent glacial balayait les quais déserts. Les mouettes tournoyaient au-dessus des vagues. Les bâtiments, rongés par le sel, semblaient figés dans une autre époque. Les policiers fouillèrent méthodiquement. Derrière un vieux hangar en tôle, ils découvrirent une cabane de bois verrouillée par une chaîne. Lefort la fit sauter d'un coup de pied. L'odeur de moisissure et de gasoil leur monta au nez. Sur le sol, des traces de bougies, des cordes, des planches tachées. Et sur le mur du fond, gravé profondément dans le bois. « Or !» « Bordel !» souffla Perrin. Lefort s'approcha. Sous le symbole, un mot. « Attends-moi !» « Il y avait quelqu'un d'autre, » murmura-t-il. « Quelqu'un qui l'attendait. » Dans la soirée, les techniciens relevèrent des empreintes partielles. Elles ne correspondaient pas à Thomas, ni à Mathieu. Une troisième personne. Un complice probable. Le lendemain, les résultats ADN tombèrent. Il s'agissait d'une femme, Élise Morvan, 34 ans, disparue depuis 2 ans, artiste plasticienne ayant collaboré avec Thomas dans une exposition sur la douleur et le corps. D'après les registres, elle avait quitté Paris sans laisser d'adresse. Mais les enquêteurs retrouvèrent plusieurs mails entre elle et Thomas. L'un d'eux, daté de 2021, portait la mention « Le projet Oméga est prêt ». Lefort convoqua immédiatement le juge d'instruction. Si elle est en vie, elle détient la clé. Si elle est morte, c'est peut-être elle, le dernier cycle. Mais la piste allait se révéler bien plus tordue, car dans un ordinateur confisqué à Thomas, les analystes découvrirent un dossier crypté. À l'intérieur, des dizaines de vidéos, des extraits flous, des visages effacés, mais sur l'une d'elles, on distinguait clairement Élise, assise dans une pièce nue, tenant une caméra à la main. Sa voix, calme, résonnait. Ceci n'est pas une œuvre, c'est une vérité. Nous allons montrer ce que la société refuse de voir. Le pouvoir, la douleur, la soumission. Nous irons jusqu'à la fin, jusqu'à Oméga. Lefort sentit son sang se glacer. Ce n'était pas une complice par peur, mais par conviction. Une idéologue. Et peut-être la véritable architecte. Le lendemain, une alerte Interpol confirma que le visage d'Élise avait été reconnu sur une vidéo tournée récemment à Barcelone. Elle était donc vivante et libre. Pendant ce temps, à la prison, Thomas semblait avoir pressenti la nouvelle. Quand Lefort vint le voir, il leva les yeux, un sourire presque tendre. « Vous l'avez retrouvée, n'est-ce pas ? Vous parlez d'Élise Morvan ? Oui, elle est l'Oméga. C'est elle la fin. Moi, je n'étais que le début. » Lefort sentit la rage l'envahir. « Vous êtes en train de me dire que tout ça, que Mathieu, les autres, c'était pour elle ? Non, pour nous, pour la vérité. Ce calme déroutant, cette foi glaciale. » Lefort comprit qu'il avait affaire à un duo fusionnel, une symbiose perverse. Lui, l'exécutant méthodique, elle, l'esprit. Le lendemain, la police espagnole fut alertée. Les autorités catalanes mirent la main sur un appartement loué au nom d'une certaine Morin dans le quartier du Raval. En entrant, elles découvrirent des murs couverts de symboles, des photos de Mathieu collées comme des icônes et un ordinateur encore allumé. Sur l'écran, un enregistrement en direct provenant d'une caméra de surveillance, installée dans la cellule de Thomas Jorette. Comment une telle chose était-elle possible ? Lefort reçut la vidéo dans la minute. On y voyait Thomas dormir paisiblement. Sur l'écran, une légende apparaissait. « Regarde-le, il attend, Oméga approche. » Lefort sentit un frisson lui parcourir la nuque. Elle le surveille. Elle prépare quelque chose. Dès lors, tout s'accéléra. La prison renforça la sécurité autour de Thomas, mais 2 jours plus tard, un événement imprévisible bouleversa tout. Au moment de la ronde du matin, un gardien découvrit la porte de sa cellule entr'ouverte. À l'intérieur, le lit était vide. Sur le mur, tracé à la cendre. Aucune trace de lutte, aucune caméra n'avait enregistré de sortie. C'était comme s'il s'était volatilisé. Lefort arriva sur place, livide. Il est vivant, elle est venue le chercher. Le pays entier fut en émoi. Comment un détenu aussi surveillé avait-il pu disparaître ? Les théories les plus folles circulaient. Complicité interne, réseau secret, évasion orchestrée. Mais Lefort, lui, ne croyait ni au miracle ni au mythe. Il savait que quelqu'un avait préparé ce coup depuis longtemps. Et au fond de lui, une idée obsédante germait. Et si la prochaine performance d'Élise et Thomas était déjà en cours ?
Dans la nuit suivante, un email anonyme parvint à la boîte du commissariat. Objet, dernier acte, Oméga. À l'intérieur, un lien vers une vidéo, un écran noir, puis une voix de femme, douce, posée. Ce monde croit savoir ce qu'est la douleur. Il n'en a vu que l'ombre. Le vrai spectacle commence. Puis l'image apparut. Une salle blanche, nue, et au centre, 2 silhouettes. L'une d'elles attachée à une chaise, le visage couvert. L'autre tenant la caméra, chuchotant « Bienvenue dans l'expérience Oméga ». Le fort coupa la vidéo, blême. Il savait que ce n'était plus un simple crime, mais une mise en scène mondiale. La chasse venait de recommencer. L'automne s'était installé, avec ses feuilles mortes couvrant les allées du petit village et ses matins glacés qui rendaient le silence encore plus lourd. Les habitants, depuis la découverte du corps de Mathieu Dalibert, vivaient dans un mélange de chagrin et d'incompréhension. Mais au commissariat, l'atmosphère était tout autre. Tendue, nerveuse, presque suffocante. Le capitaine Delorme avait reçu un rapport d'analyse supplémentaire. Une série de prélèvements ADN retrouvés sur les cordes, sur le manche d'une pelle et dans les rainures du plancher du hangar. Et parmi ces traces, il y avait celles de 2 individus jusqu'ici inconnus. Pas seulement de Sophie, cela changeait tout. Delorme fit venir Sophie pour un nouvel interrogatoire. Elle semblait plus fatiguée encore, ses yeux creusés, sa voix presque éteinte. « Vous m'aviez dit que c'était seulement vous et lui », lança calmement Delorme. Elle hocha la tête. « Oui, mais parfois, ses amis venaient. » « Quels amis ?» Des hommes qu'il connaissait depuis son enfance, de vieilles connaissances. Ils venaient boire, parfois aider à la ferme. Je ne sais pas leur nom. Delorme fronça les sourcils. Elle mentait mal. Il le sentait. Les analyses complémentaires révélaient bientôt que l'un des ADN correspondait à un certain Pascal Montier, ancien ouvrier agricole, disparu de la région 3 ans plus tôt. L'autre à Lucien Maréchal, un marginal connu pour des faits de violence et de petits trafics. Le puzzle commençait à se recomposer. Selon un témoignage recueilli dans un bar du coin, les 3 hommes, Mathieu, Pascal et Lucien, auraient passé plusieurs soirées ensemble, parlant d'argent, de dettes, de redressement. Mais un soir, une dispute aurait éclaté. Pascal avait traité Mathieu de mendiant. Une semaine plus tard, il quittait le village sans explication. Delorme imagina la scène. Peut-être que Pascal avait tenté de défendre Mathieu. Peut-être qu'il avait refusé de participer à ce que les autres faisaient subir à l'homme qu'ils appelaient déjà entre eux l'esclave. Peut-être que c'était ce refus qui lui avait coûté la vie, lui aussi. Pendant ce temps, Sophie restait en détention provisoire. Son avocat plaidait qu'elle avait été victime d'emprise, manipulée par son compagnon et ses amis. Un rapport psychiatrique confirmait un état de soumission extrême, voire de dépersonnalisation. Elle décrivait Mathieu comme un homme double, parfois doux et silencieux, parfois cruel, ivre de colère, influencé par des voix, par des idées religieuses étranges. Selon elle, il croyait qu'il devait purifier le mal à travers la souffrance. Une nuit, alors que la pluie battait contre les vitres du commissariat, Delorme rouvrit le dossier pour la 100e fois. Une photo attira son regard. Un dessin trouvé sur un mur du hangar, gravé dans le bois avec un couteau. Une croix, grossière, entourée de 4 lettres, MEDPS. Peut-être les initiales de Mathieu, Delorme, Pascal, Sophie. Ou un code. Il fit appel à un expert en symbolique religieuse. Ce dernier parla d'un symbole de pénitence médiévale, parfois utilisé dans des rituels de flagellation volontaire. L'affaire prenait une tournure encore plus sombre. Mathieu aurait pu être au cœur d'un délire collectif, une dérive mystique qui s'était transformée en supplice. Le lendemain, la police scientifique fit une découverte capitale. Un disque dur externe, enterré dans le sol de la grange, à quelques mètres du lieu où le corps avait été retrouvé. Dessus, des centaines de fichiers, des journaux intimes, des enregistrements audio, des vidéos floues. Delorme sentit son sang se glacer à la première écoute. On entendait des voix. Celle d'un homme, probablement Mathieu, implorant, gémissant. Puis celle d'une femme, Sophie, répétant des phrases dictées par quelqu'un d'autre. « Tu dois expier, tu dois renaître. » Les enregistrements s'étendaient sur plusieurs semaines. Le capitaine fit couper le son. Personne ne parla. Dans la pièce, seule la pluie continuait de tomber dehors, comme un murmure d'outre-tombe. Ce n'était plus seulement une affaire criminelle, c'était un rituel, une dérive humaine vers la folie. Et pourtant, il manquait encore une pièce. Dans les vidéos, une autre voix se faisait entendre parfois,
celle d'un homme à l'accent du Sud, autoritaire, presque théâtral. Ce n'était ni Mathieu, ni Lucien, ni Pascal. Delorme fit passer la bande à l'analyse vocale. Le nom qui en ressortit le fit se raidir. Le père Arnaud Lefebvre, ancien prêtre défroqué, installé dans la région depuis 4 ans, soupçonné autrefois de manipulation sectaire. Soudain, tout prit sens. Mathieu, en quête de rédemption, avait rencontré Lefebvre, qui lui avait promis la pureté à travers la souffrance. Sophie, fragile, s'était laissée entraîner. Les autres avaient suivi pour l'argent ou pour l'ivresse du pouvoir. Le soi-disant groupe de prière était devenu un cercle fermé où la morale s'effaçait derrière l'obéissance aveugle. Delorme ordonna immédiatement la perquisition du presbytère abandonné où vivait Lefebvre. L'endroit était sinistre, des crucifix renversés, des cahiers remplis de prières écrites à la main, des chaînes et un autel improvisé. Sur un mur, une phrase en latin « Dolor et veritas ». La douleur et la vérité. Dans une boîte, les policiers trouvèrent plusieurs photos. Mathieu, torse nu, agenouillé, le regard vide. À côté de lui, Lefebvre posant une main sur son épaule, souriant. La presse s'empara de l'affaire. Les titres parlaient de « secte du supplice », de « rituel mortel ». Les familles des victimes hurlaient à la justice. Mais Delorme, lui, ne pensait qu'à une chose. Combien d'autres avaient pu être brisés par cet homme ? Lefebvre, arrêté à l'aube dans une maison forestière, resta d'un calme glaçant. « Vous ne comprenez rien », dit-il simplement. Mathieu voulait être sauvé. Il a choisi. Dans les couloirs du tribunal, Sophie croisa son regard pour la première fois depuis des mois. Elle baissa aussitôt les yeux. Lefebvre, menotté, lui souffla à voix basse. « Le sacrifice n'est jamais vain. » Elle trembla, les larmes aux yeux. La vérité semblait enfin proche, mais Delorme savait que la pire partie restait à venir. Les aveux, les liens cachés, les zones d'ombre, et cette impression persistante que, quelque part dans cette folie, quelqu'un d'autre tirait encore les ficelles. L'aube se levait sur un ciel gris, sans éclat, comme si la lumière elle-même refusait d'éclairer ce qu'on venait de découvrir. Le capitaine Delorme était assis dans la salle d'interrogatoire, le regard fixé sur la vitre sans teint. De l'autre côté, le père Arnaud Lefebvre patientait, impassible, ses mains croisées devant lui, ses yeux froids comme la pierre. Il n'avait rien d'un fou furieux, ni d'un fanatique exalté. Au contraire, il dégageait une maîtrise presque inquiétante, une sérénité qui faisait frissonner les enquêteurs. Delorme entra, referma la porte, posa un dossier sur la table. « Vous avez dirigé Mathieu Dalibert, Sophie Dalibert, et 2 autres hommes dans des pratiques que vous qualifiez de spirituelles. Vous appelez cela la purification. Nous appelons ça de la torture. » Lefebvre esquissa un sourire mince. « Les mots changent selon qui les prononce, capitaine. Ce que vous appelez torture, d'autres l'appellent libération. Vous pensez vraiment qu'humilier, affamer et frapper un homme, c'est le libérer ? Je ne l'ai jamais frappé. Mais c'est pour vous l'avez laissé faire, vous avez regardé, vous avez commandé. » Le prêtre déchu baissa les yeux. Mathieu voulait souffrir, il me suppliait de le guider, il croyait que la douleur le rapprochait de Dieu. J'ai seulement ouvert la porte. Delorme sentit la colère monter. « Et les vidéos ? Vous les avez tournées aussi pour Dieu ?» Lefebvre ne répondit pas. Il fixait un point invisible, comme s'il entendait une voix qu'eux ne percevaient pas. « L'homme moderne a oublié la valeur du sacrifice, murmura-t-il. La chair est faible, capitaine, mais l'âme peut être sauvée par le feu. » Les experts psychiatres furent formels. Lefebvre présentait un profil manipulateur, sans trouble psychotique majeur. Il savait exactement ce qu'il faisait. Un gourou, méthodique, cultivé, dangereux. Pendant des années, il avait recruté des personnes fragiles, en détresse, sous prétexte de les réparer. Mathieu Dalibert, isolé, culpabilisé, en pleine crise personnelle après la faillite de son entreprise, était une proie parfaite. Les enquêteurs fouillèrent dans le passé de Lefebvre, ancien prêtre de la paroisse de Nancy, radié pour comportements inappropriés et dérives doctrinales. Il avait ensuite fondé un groupe privé, La Voix du Rédempteur, censé aider des individus à renaître dans la foi. En réalité, c'était une secte, minuscule, discrète, sans trace officielle. Mathieu y avait été introduit par Lucien Maréchal. Les premières séances consistaient en des prières, des confessions, puis vinrent les épreuves,
jeûne, veille, flagellation. Sophie, dans ses nouveaux interrogatoires, commençait à parler. Sa voix tremblait, mais chaque mot pesait lourd. Il disait que Mathieu portait le mal en lui, qu'il devait être purifié. Il appelait ça le calvaire choisi. Il nous répétait que Dieu ne se révèle qu'à travers la douleur. J'y ai cru, au début, puis c'est devenu autre chose. Il a dit que je devais être la main de Dieu. Elle pleura longuement. Je l'ai cru, j'étais perdu. Les vidéos retrouvées sur le disque dur montraient bien plus que des séances d'humiliation. On y voyait des rituels, des bougies, des symboles tracés au sol. Lefebvre récitait des versets déformés, pendant que Mathieu, torse nu, recevait des coups ou restait des heures à genoux, récitant « Je veux renaître ». Dans l'une des dernières séquences, sa voix est à peine audible. Il murmure « Pardonne-moi, Sophie, pardonne-moi d'avoir cru ». Puis l'image se coupe brusquement. Devant ces preuves, Lefebvre changea de ton. « Vous voyez ce que vous voulez voir », lança-t-il à Delorme. « Vous pensez que je suis le monstre, mais c'est lui qui voulait aller au bout. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui mendient la douleur. Et ça, certains, mais dans Atilla. Et Pascal Montier ? Un lâche. Il a voulu partir. Il a trahi. Il n'était pas prêt. Et Lucien ? Lefebvre eut un sourire bref. Il s'est perdu dans la boisson. Les faibles ne méritent pas la lumière. Pendant que les enquêteurs démontaient chaque mensonge, les médias s'enflammaient. Chronique criminelle diffusa un épisode préliminaire sur la secte du Rédempteur, et la France entière découvrit, horrifiée, le visage du père Lefebvre. Des témoins se manifestèrent. À Dijon, à Metz, à Avignon, plusieurs personnes racontèrent des séances semblables, menées par le même homme. Des plaintes anciennes, classées sans suite. L'affaire d'Alibert n'était que la plus terrible conséquence d'une mécanique d'emprise vieille de 10 ans. Mais un détail, à nouveau, troubla Delorme. Dans un des journaux intimes de Mathieu, il y avait une phrase soulignée plusieurs fois. « Quand je ne serai plus là, cherchez la clef. » Quelle clef ? Les gendarmes inspectèrent encore la maison, la ferme, les dépendances. Et, sous une dalle du sol, ils trouvèrent une boîte métallique scellée. À l'intérieur, une clef et une enveloppe. Sur la feuille, écrite de la main tremblante de Mathieu. « S'ils me trouvent, ne croyez pas que je voulais mourir. Je voulais qu'on m'entende. Ce qu'ils font, ils le feront encore. Ce n'est pas moi le dernier. La vérité est dans la maison de pierre, au bord du champ, sous le vitrail. » Le capitaine fit aussitôt envoyer une équipe sur les lieux. À quelques kilomètres de là, une ancienne bâtisse isolée, surnommée la Maison de Pierre, servait autrefois de lieu de retraite spirituelle. Sous le vitrail brisé du rez-de-chaussée, les enquêteurs déterrèrent un coffre. Ce qu'ils y trouvèrent dépassa tout ce qu'ils avaient imaginé. Des dossiers, des noms, des lettres de confession, des photos d'autres personnes, marquées, blessées, certaines peut-être encore vivantes. Delorme resta longtemps silencieux. Chaque nouveau document révélait une victime potentielle. Des hommes, des femmes, parfois des adolescents, tous manipulés par Lefebvre. Le dossier d'Alibert n'était qu'un chapitre d'une histoire bien plus vaste, une série de drames silencieux, étouffés par la honte et la peur. Le soir même, en rentrant chez lui, Delorme n'arriva pas à dormir. Les mots de Lefebvre résonnaient encore. L'homme mendie la douleur. Il pensa à Mathieu, à Sophie, à tous ceux qui avaient cru que la souffrance pouvait sauver. Et il sut que, même si Lefebvre finissait derrière les barreaux, quelque chose dans cette histoire continuerait à hanter tous ceux qui l'avaient approché. Mais une dernière question demeurait brûlante. Pourquoi Mathieu avait-il choisi au final de ne pas fuir ? Avait-il compris trop tard ? Ou avait-il décidé, lui aussi, de jouer sa dernière carte pour révéler la vérité ? La pluie tombait drue sur Saint-Brieuc ce matin-là, comme pour laver la ville de l'horreur qui l'avait saisie depuis des semaines. Le commissariat était en état d'alerte maximale. Le père Arnaud Lefebvre venait d'être transféré pour comparution devant le juge d'instruction. La presse avait investi les abords, mais la gravité de l'affaire restait telle que la police refusait tout contact direct. Delorme, quant à lui, était concentré sur un autre objectif, retrouver toutes les victimes potentielles encore en vie et comprendre la mécanique exacte qui avait conduit Mathieu d'Alibert à la mort. Dans le bureau de l'instruction, Lefebvre était calme, presque théâtral. Il déposa ses mains sur la table, regardant Delorme et le juge avec un air de défi. « Vous ne comprenez pas, dit-il lentement. Mathieu voulait se purifier, je n'ai fait que guider. »« Vous avez guidé la mort, répondit Delorme, la voix serrée.
La mort n'est rien. L'âme continue, murmura Lefebvre, les yeux clos. Les enquêteurs avaient, grâce aux indices laissés par Mathieu lui-même, découvert une dizaine de personnes encore vivantes, marquées psychologiquement mais physiquement intactes. Certaines refusaient de parler, traumatisées par ce qu'elles avaient vécu. D'autres, par peur, craignaient des représailles. Mais chaque témoignage permettait de reconstituer une chaîne de souffrance et de manipulation. La secte avait agi sur plusieurs années, tissant un réseau invisible de contrôle psychologique, de dépendance et de chantage. Delorme consulta une dernière fois le journal intime retrouvé dans la maison de Pierre, où Mathieu avait laissé ces derniers mots. « Si je disparais, cherchez la vérité dans ce qu'il croit pouvoir cacher. La maison de Pierre contient plus que des souvenirs. Elle détient les preuves que je n'ai pu dire de mon vivant. Si vous trouvez ce coffre, tout sera révélé. Oméga n'est pas un nom, c'est un avertissement. » L'équipe d'intervention locale se rendit sur place pour inventorier le contenu. Les coffres contenaient des lettres manuscrites de victimes, des photos, des enregistrements audio et surtout des notes codées de Mathieu, révélant le calendrier précis des épreuves qu'il avait subies et celles qu'il soupçonnait Lefebvre de préparer pour d'autres. Chaque page témoignait de son courage silencieux et de son désir de justice, même au prix de sa vie. Pendant ce temps, Lefebvre, au tribunal, continuait son jeu de manipulation, prétendant que tout ce qui s'était passé relevait d'un rite spirituel. Mais Delorme ne se laissait plus duper. Il savait que l'homme n'avait jamais eu de compassion. Chaque acte, chaque mot, chaque manipulation avait été planifié. Même les témoignages de Sophie, d'abord hésitants et confus, confirmaient cette mécanique de domination, un système où la peur et la soumission remplaçaient toute morale. L'audition finale des témoins permit de reconstituer la dernière journée de Mathieu. Après des semaines d'isolement, de privation et de souffrance, il avait compris que Lefebvre n'avait aucune intention de le libérer. Dans un acte de lucidité tragique, il avait caché dans la maison de Pierre la clé de l'énigme, laissant derrière lui un testament moral et matériel. Ces dernières instructions furent décisives pour arrêter Lefebvre et identifier tous les complices. Le juge prononça finalement le placement en détention préventive de Lefebvre, en attendant son procès. La peine serait longue, la réputation écornée. Mais pour Delorme et les familles des victimes, la justice commençait seulement à se faire. Sophie, quant à elle, fut suivie par des psychologues spécialisés dans la reconstruction après emprise sectaire. Sa culpabilité immense allait nécessiter des années de soutien. Dans les jours qui suivirent, Delorme revint sur les lieux où Mathieu avait été martyrisé. Les traces étaient effacées, mais le souvenir restait intact dans son esprit. Il pensa au courage du jeune homme, à sa lucidité dans la souffrance, à sa capacité à transformer sa tragédie en révélation. Le symbole Oméga, qui avait hanté tous ceux qui avaient approché l'affaire, prenait désormais une autre signification. Non pas la fin de tout, mais la fin de l'ignorance. Les médias, enfin, purent diffuser le récit complet. L'affaire Dalibert devint une référence nationale sur la manipulation sectaire et la torture psychologique, inspirant des réformes pour la protection des victimes et la détection des groupes de contrôle mental. Mais au fond, Delorme savait que la mémoire de Mathieu, de ses souffrances et de son courage, resterait le véritable phare de cette tragédie. Dans son bureau, seul, Delorme regarda la mer au loin, réfléchissant à la fragilité de l'âme humaine et à la manière dont la cruauté pouvait se cacher sous des apparences de bienveillance. Le carnet noir, les vidéos, les lettres, tout cela racontait l'histoire d'un jeune homme qui, par sa lucidité et sa force intérieure, avait transformé l'horreur en témoignage, donnant à la justice et à la vérité une arme irrésistible. Et tandis que le vent emportait les feuilles mortes, Lefebvre, derrière les barreaux, marmonnait toujours à voix basse « L'homme mendie la douleur, il la cherche, il revient toujours vers elle. » Mais cette fois, la société savait, les victimes avaient trouvé leur voie, et le monde entier avait appris que même dans la souffrance la plus absolue, il existe une lumière qui ne peut être éteinte,